Il fait moins 20 degrés au Québec et moi, je m'envole vers la chaleur ensoleillée de la Côte d'Ivoire. Dans ce voyage, je vous emmène à la rencontre d'entrepreneurs à succès qui vont nous partager leur parcours, leurs défis et bien sûr leur réussite. Mais ce n'est pas tout. On va aussi en profiter pour regarder les opportunités d'affaires dans ce pays en pleine croissance. Alors préparez-vous, c'est parti. Maxime Victor, l'entrepreneuriat sans filtre. La seule et unique, Rina, la seule et unique. Tu pointes une caméra en fait directement. Oui, directement, c'est comme ça, on commence à l'action. Hein? Bon, là, on est au plein milieu de la Palmeraie. Et ça, c'est un nouvel immeuble qui vient de finir d'être construit. C'est Aqua qui a construit l'immeuble. Ok, parfait. Le maître de chantier même est là. Et puis ça, c'est le NEC Plus Ultra du haut standing. Et lorsque tu dis c'est du haut standing, c'est quoi exactement qui sort de l'ordinaire? La qualité des matériaux, la qualité des finitions, l'aménagement. C'est-à-dire les pièces sont bien découpées, il y a un certain niveau de confort supérieur. Et toi, tu t'occupes de quoi ici exactement? De ramener des clients. Je suis en partenariat avec l'agence qui a construit. Et moi-même, j'ai pris mes locaux ici. C'est l'entrepreneur qui bouge. Hein. Donc Rina, ce n'est pas n'importe qui. Elle est dans l'immobilier. Tu fais quoi exactement? Donc, je fais tout ce qui est achat, vente, lotissement, suivi de chantier. Je fais ça à Abidjan depuis 3 ans maintenant. Donc, bienvenue dans une 4 pièces qu'on appelle très haut standing Abidjan. Donc vous venez de rentrer. Déjà, vous allez voir la qualité de la construction ici, parce qu'il s'agit d'une porte blindée. D'accord. C'est le chef de chantier ici. Là. Ok, c'est lui le grand patron. C'est lui le patron. Regarde la manière qu'il a bien construit. Ça, vous avez pris quoi? PVC? C'est du PVC, non? Et puis regarde, ils ont mis des baies vitrées. Ils ont installé l'espace déjà pour la cuisinière. Et ça, c'est pour la machine à laver. Machine à laver. Ils ont mis toutes les climatisations dans toutes les pièces. C'est toi qui as pensé à ça, non? C'est toi qui as fait ça. 25 mètres carrés. 25 mètres carrés quand même. Hein? Oui. Et c'est toi qui s'occupe de tous les travaux ici? C'est toi le chef de chantier? Exactement. Je ne suis pas le chef de chantier, je suis le conducteur de travaux. Tu es le conducteur de travaux? Ok, excellent. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 8 ans que je suis dans le domaine. Ça fait 8 ans que tu es dans le domaine, hein? En tout cas, ça paraît pas, tu es tout jeune. Hein? Oui, il a l'air jeune. Tu as beau apprendre ce que tu veux à l'école, quand tu viens sur le marché de l'immobilier en Afrique, tu te rends compte que tout ce qu'on t'a appris à l'école, tu peux le prendre et mettre dans la poubelle, au fait. Carrément. Oui, à part tout ce qui est légal, la paperasse, comment faire des contrats, oui, ça c'est important. Tout ce qui est de l'approche client, tout ce qui est de la mentalité, parce que tu dois comprendre la mentalité. Comment est-ce qu'il réfléchit? Comment tu vas leur dire une information, ils vont l'interpréter d'une autre manière. Donc comment tu arrives à faire la part des choses et à les convaincre au fait. Donc bienvenue aux locaux de Nesclass Immobilier, qui est ma société, et de faire un espace coworking également. Donc là on rentre déjà dans, on peut dire, la salle de cuisine, salle à manger. Tu vois la qualité des travaux, des finitions. Je pense que tu ne pourrais pas te lancer en Afrique, venir en Afrique, t'implémenter en Afrique, si tu n'as pas la passion en fait. Parce que c'est tellement compliqué. Tu viens ici, tu penses que tout t'est ouvert, tout est offert, tu vas arriver, tu as déjà tes diplômes, tu as déjà ton expérience du Canada, tu penses que tu vas arriver et puis tu vas tout déchirer. Non! La première année, c'est galère, c'est impossible. Et c'est quoi ta compagnie exactement? Nesclass Immobilier, je suis une société qui se spécialise dans tout ce qui est du luxe. Quand j'étais venue dans mes précédents voyages, j'ai beaucoup observé. Donc j'ai regardé les entreprises qui marchaient, je me suis rendu compte que l'immobilier et surtout le résidentiel et les résidences meublées fonctionnaient très bien. Tu vas prendre un 3 pièces, tu le fais à 70 000. 70 000, c'est quoi? 150, 160 $ par jour. Peut-être que tu vas le louer 15 jours, peut-être que tu vas le louer 20 jours. Ouais. Mais il s'agit de faire ton calcul pour savoir est-ce que c'est rentable pour moi. À partir du moment où tu as établi tes résidences, tu peux mettre un gestionnaire. Moi, comme j'ai une agence, c'est moi-même qui gère. Donc, on a pris le Walebo avec Honorine. Il nous coûte environ 550 000 par mois. C'est-à-dire 1 200 $, 1 300 $ canadiens chaque mois. D'accord. Maintenant, quand les clients viennent, on leur a fixé un taux journalier de 55 000 francs CFA. C'est-à-dire environ une centaine de dollars par jour. Donc, s'ils font 20 jours,
On a déjà 1 million, tu vois ce que je veux dire? $1 carrément. Voilà, donc une fois que tu as enlevé tes charges, tu peux t'en sortir avec peut-être 250 000 chacun par mois. C'est du cash flow positif. Ce que j'aime avec toi, c'est que lorsque tu parles beaucoup d'argent. Oui. Et puis à chaque fois, depuis qu'on se connaît, Rina, on peut avoir une discussion de, je sais pas, de 30 minutes. Sur les 25 minutes, on parle de cash. Hein? Oh, I love money. That's You it. have to say it. I love money. Tout le monde peut se dire, oui, je vais me lancer dans la location immobilière. Mais elle a décidé, je vais me lancer dans la location immobilière de luxe. De luxe. Il faut bosser pour ça. Voilà. C'est pas juste le fait d'avoir une vision, tu te dis, je veux avoir cela. Il faut bosser pour ça, il faut poser des actions. Elle est partie du Canada, elle est venue ici, elle savait que ça allait être dur. Elle me parlait, elle me disait que la première année, c'était très compliqué. Elle ne rentrait pas dans son argent. Et c'est là qu'elle a continué, elle a persévéré, elle a, je pourrais dire, absorbé la mentalité des gens ici. Et c'est de même pour toi. Et après un certain temps, tes clients, ils ont besoin de voir tes locaux avant de pouvoir te confier des marchés. Donc la taille du marché que tu peux avoir dépend de la qualité de tes infrastructures, soit de la qualité du local où tu restes. Donc quand j'ai commencé au départ, je me disais, c'est pas important, je suis toujours dehors. Qu'est-ce qu'on va faire avec mon bureau? Mais à chaque fois, je voulais prendre des gros marchés, les gens me disent, mais est-ce qu'on peut voir tes locaux? C'est là que tu dois penser que tu dois avoir le même standing que ce que tu vends en fait. Le point que je veux apporter par rapport à ça, c'est qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui sont sur le web. On appelle ça aujourd'hui des entrepreneurs digitales. Ils se disent qu'ils peuvent lancer leur entreprise uniquement avec un ordinateur ou leur téléphone. Mais si tu veux aller au prochain niveau, tu dois investir. Si tu veux aller au prochain niveau, il te faut des bureaux. La majorité des grosses sociétés aujourd'hui, on parle de Meta, Facebook, Instagram, TikTok, peu importe, ils ont des bureaux. Donc les gens qui se disent qu'ils peuvent gérer cela de leur chambre, mais lorsque tu veux grandir, lorsque tu touches une clientèle de luxe, tu as besoin d'investir, tu as besoin de payer un local mensuellement. Et c'est ça qui va te permettre aussi d'avoir un plus grand marché. C'est ça qui va te permettre aussi d'avoir une crédibilité. Et c'est comme ça aussi que les gens vont dépenser leur argent. Donc, n'aie pas peur de sortir de l'argent de tes poches. C'est ce qui te permettra d'en avoir davantage. Il y a toujours encore de nos jours, à notre époque, les gens se disent, bon, est-ce qu'en tant que femme, on a des difficultés? Mais lorsque je te vois, on a l'impression que toutes ces barrières ont été enlevées. La manière que tu te bats, c'est sûr que bon, on se bat tous, hein, on s'entend, on se bat tous. Mais là, ça, c'est un exemple concret qu'il faut suivre et surtout aussi qu'il faut s'en inspirer. Et voilà, il faut simplement s'accrocher à des personnes comme Rina et comprendre son mindset, sa mentalité, quoi. Mais ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. On se lance toujours en terrain inconnu. Il n'y a jamais quelque chose que tu vas vouloir faire que tu maîtrises 100% de tous les contours. Et quand tu commences, personne ne va te faire confiance. Tu vas commencer, tu vas demander « Ah, est-ce que je peux vous aider ?» Les gens ne vont pas te faire confiance. C'est comme un cercle vicieux. Tu n'as pas d'expérience, donc je ne te confie pas de marché. Je ne te confie pas de marché, tu ne peux pas avoir d'expérience. Mais un jour, il faut créer les opportunités. Tu crées les opportunités toi-même. Moi, les clients que j'ai trouvés d'abord, j'allais sur le net et tous les gens qui disaient « Je cherche une villa, je cherche tant », je les contactais, bonjour, je suis Rina, et je le faisais moi-même, je les appelle. Je suis Rina de Nesclass, j'ai vu que vous avez besoin d'une villa, je peux vous présenter des opportunités. Donc quand tu n'as pas d'opportunité, il faut la créer. Et au fur et à mesure, les gens te font de plus en plus confiance, à de plus en plus de renommée, de plus en plus de référencement. Et c'est comme ça que tu arrives à un autre niveau, en fait. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. C'est très fort ce qu'elle dit. Non seulement il faut créer nos opportunités, et si vous retenez un point qu'elle vient de dire, il faut aller chercher la clientèle. La clientèle ne viendra pas vers toi. Je le dis souvent qu'à chaque jour, il y a 3 choses qu'un entrepreneur doit faire. C'est de la prospection, c'est de présenter tes produits et vendre tes produits et services. Souvent, les gens aujourd'hui, bon, ils mettent une petite publicité, ils vont booster une publication et ils s'attendent que la clientèle vienne. C'est bien tout ça. Il faut investir en publicité. Mais aussi, va chercher ta clientèle. Elle regardait les annonces. Pour ceux qui cherchaient une villa, elle les contactait. Nous sommes là, on peut vous aider. Toi aussi, tu as des clients qui sont en train de rechercher ce que tu offres. Qu'est-ce que tu fais? Tu attends qu'ils viennent vers toi? Non! Va chercher la clientèle. C'est comme ça que le cash rentre. La maison est tellement grande que je suis perdu, je ne sais plus où aller. J'ai perdu Rina. C'est beaucoup trop grand, un très très beau penthouse. Imaginez-vous, elle va prendre ce penthouse simplement pour son bureau, quoi. Il faut le faire. Donc, je t'explique un peu ma stratégie pour rentabiliser ici. L'espace du penthouse coûte 1,1 million chaque mois. D'accord. OK. Donc, moi, mon objectif, c'est de faire une partie mon bureau et l'autre partie de louer des espaces comme des espaces de bureau. Toute cette partie-là est à part de l'autre partie que tu viens de voir. Donc ça, c'est le coworking? Le coworking. Donc, je compte équiper chaque local avec des bureaux. Juste avoir un bureau, ton petit bureau avec ta secrétaire ou quelque chose.
Un endroit où les gens peuvent venir te voir et qui te donne une certaine crédibilité, ça vaut la peine. 100%. Si tu fais chaque locaux à 300 000, ça fait combien? 1 million chaque mois. Tu ne payes plus ton loyer. Souvent, les entrepreneurs, l'erreur qu'ils font, c'est de penser au côté revenu, faire du cash. Mais aussi, il faut penser à comment en payer moins aussi. Oui, en payer moins. Surtout quand tu as des charges, le overhead, là, ça peut tuer une entreprise. Tu commences, tu te mets déjà des charges à hauteur de 1,5 million par mois. On va dire 3 000 $ par mois. Comment tu fais si tu n'as pas de clientèle? Comment tu fais si les marchés ne rentrent pas? Tu vas faire 3 mois, 6 mois. On dit qu'il faut te garder un coffre de sécurité de 6 mois. Mais parfois, la première année, ça ne bouge pas. Les gens ne te connaissent pas, ils ne te confient pas des biens. Donc, comment tu fais pour couvrir les coûts d'overhead? Il faut déjà penser à ça. Donc, c'est bien investir dans du haut standing, mais comment est-ce que tu peux l'avoir gratuit? C'est encore plus intéressant. On se dirige à la prochaine destination. Voilà. Il s'agit d'une duplex qui est à Beverly Hills. Et on parle des budgets qui commencent à 1 000 $ par jour. Imaginez-vous 1 000 $ par jour. Et c'était tout occupé. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'argent à se faire en Côte d'Ivoire. Les gens ne réalisent pas. Donc j'imagine lorsque les gens, par exemple, hein, l'immeuble qu'on vient de visiter, c'est quand même 4 millions d'euros à construire, est-ce que certaines personnes viennent avec l'argent cash? Moi, ce qui m'est arrivé une fois, une jolie propriété duplex, 5 chambres à coucher, 2 salons, piscine. Ça coûtait 650 millions de francs CFA. Donc tu le vois lui arriver avec sa femme, eux tous on dirait qu'ils viennent de débarquer du village. Donc tu me vois moi avec mon costume hyper pro, avec mes talons, et puis eux on est déjà là-bas avec au moins sa femme et au moins 4 enfants, les nièces et tout. Ils font la visite. Et moi je me suis dit je suis en train de perdre mon temps. Ça c'était dans mes débuts. Je suis en train de perdre mon temps, ils ne vont jamais payer une propriété à 650 millions quand même. J'ai dit que non, la CD est déjà complète, ils ont déjà tous les documents fournis. Il dit ok, je prends. Quand il m'a dit je prends, ça m'a pris 2 secondes de me dire je prends, c'est une métaphore, une figure de style, je comprends pas. Éventuellement, dans quelques mois. Le monsieur nous rappelle le lendemain, chez lui, il sort 2 grosses valises. On ouvre que du cash dedans. Waouh! Bonjour, vous allez bien? Le souci, c'est que on vient à la propriété. Déjà, le travail de faire déplacer quelqu'un, c'est un travail colossal parce que tu dois coordonner son horaire. Donc, maintenant, quand on arrive, tu fais confiance à la personne qui t'a fait le référencement pour avoir les clés pour que tu puisses visiter la propriété en bonne et due forme. Maintenant, le souci, c'est qu'on arrive. Maintenant, ils disent qu'il n'y a pas de clés, que la femme de ménage est partie avec les clés. Pour moi, ce n'est pas une excuse, au fait. Ce n'est pas une excuse. Il y a plus qu'un double de clés. Tu ne peux pas confier toutes tes clés à une femme de ménage qui habite loin. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Donc, je leur dis de trouver une solution. Tu ne peux pas tout faire aussi. Tu ne peux pas micromanager. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, tu dois mettre les gens face à leurs responsabilités. Vous avez quelque chose à faire, trouvez la clé, vous allez ouvrir la porte. Je viens de rencontrer ce monsieur parce que, bon, on est avec Rina, on est en train de visiter une villa parce que c'est un photographe, c'est lui qui va louer pour un shooting. Il disait qu'il prenait des photos, que bon, il a plusieurs projets comme ça. C'est comment je peux te rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et devinez la réponse. Comment est-ce que je peux te rejoindre? Non, je suis pas sur les réseaux sociaux. Il n'est pas sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est fou entendre de nos jours et tout, mais non, je suis pas sur les réseaux sociaux. Je ne publie pas les photos que je fais et tout, le travail et tout. Déjà parce que c'est un stress que je ne veux pas avoir. J'ai essayé au début, mais j'avais pas l'organisation, j'avais pas le temps, j'avais vraiment pas. C'était un stress pour moi et tout, donc j'ai pas voulu le faire. Mais par la grâce de Dieu, oui, ça fonctionne. Le business est sur pied depuis 2016. Waouh! Depuis 2016, oui, et par la grâce de Dieu, les choses ça avance. Hein. Imaginez-vous, depuis 2016, il est en affaires, ses affaires fonctionnent. Il n'a aucune visibilité en ligne. Ça veut dire tellement de choses. Imaginez-vous qu'il y a des personnes qui sont tout le temps en ligne en train de publier. Ils sont incapables d'arriver à la cheville de ce monsieur. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que tout est axé sur la qualité à la base. Parce qu'aujourd'hui, hein, la mentalité, c'est oui, il faut mettre beaucoup de contenu. Il fut un temps, c'était vrai. Mais de nos jours, je vous dis, le secret, c'est la qualité. Vous allez avoir le résultat de Hugues, qu'il a la clientèle qui le réfère de gauche à droite. Aujourd'hui,
Il va louer une très grande villa, on va aller la visiter pour un shooting, alors que certains qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux n'ont pas le budget de faire ce qu'il fait, quoi. Ses clients, hein, imaginez-vous, hein, banque, assurance, dans le BTP, etc. Donc, il fait du B2B, c'est des grosses sociétés. C'est avec eux qu'il fait affaire, donc j'imagine que c'est bien payé, hein. C'est pas des petits particuliers qui n'ont pas d'argent, quoi. Non, mais c'est incroyable, vraiment, chapeau, c'est inspirant. C'est un modèle. C'est un modèle, et de nos jours, bon, j'avais jamais rencontré encore une personne à notre époque qui n'était pas sur les réseaux sociaux, qui est en affaires et qui fait de l'argent. Bon, vraiment, chapeau, c'est très inspirant. Merci. Et une très belle rencontre aussi. Merci. Yes. Présentement, c'est très chaud. Il y a Rina qui est en pleine négociation parce que, bon, il y a le client qui veut louer l'espace, louer la belle maison qu'on vient de voir pour faire un photoshoot. Par contre, le propriétaire des lieux ne veut pas. Donc, le courtier, l'agent immobilier, comme ils appellent ici, l'apporteur d'affaires, refuse catégoriquement. Donc là, il y a Rina qui pousse, hein, parce que son client, il l'attend, il veut absolument avoir la place, mais il ne veut rien savoir. Il dit, regardez, on n'accepte pas les événements, on ne veut pas qu'il y ait des personnes qui viennent, qui font une belle soirée, une fête, puis on leur explique que ce n'est pas une fête. C'est ça, hein, lorsqu'il y a en affaires, il y a toujours une négociation, il y a toujours un combat, quoi. Mais si tu as les bons mots, tu sais comment bien les placer, tu gardes ton calme, je crois qu'ils pourront trancher la poire en deux, puis bon, que les deux parties puissent être contents, quoi. Donc on vient de visiter un très joli 6 pièces en plein milieu de Beverly Hills. Il y a certains propriétaires qui sont des personnes du gouvernement ou bien des personnes qui sont très privées. Donc, par rapport à ça, ils ont parfois des problèmes à voir l'image de leur propriété mise sur les réseaux ou bien utilisée à des fins commerciales. Donc, c'était pour ça qu'on était en train de discuter tout à l'heure pour voir s'il y aurait une possibilité que la propriétaire puisse permettre qu'il fasse des photos professionnelles dans sa propriété. Donc, j'essayais de lui laisser savoir que tant que les gens ne vont pas endommager la maison et que c'est des personnalités qui prennent quand même des photos parce que le photographe, c'est un photographe professionnel qui gère avec des gens du gouvernement, des sénateurs et tout. Donc moi, je me dis, c'est une belle visibilité. Au début, c'est lui-même qui nous a proposé d'aller visiter l'autre côté. Maintenant, après ça, il dit non, c'est pas disponible, il y a quelqu'un qui rentre, alors que c'est lui qui nous a proposé d'aller visiter de l'autre côté. Donc c'est le changement d'attitude qui m'a fait comprendre qu'il y avait un problème, au fait. Donc c'était pour éclaircir ce problème et faire en sorte qu'on parte sur des bonnes bases, parce que ça peut être un bon collaborateur pour le futur. Exact. Parce que des fois, on méprise. C'est comme le monsieur, je disais tout à l'heure, avec son djellaba. Il allait arriver, j'allais me dire, ah non, lui, il n'a pas l'argent. Alors que finalement, c'est des gens pleins aux as. Il y a un client qui vient de te contacter? Oui, donc j'avais un client qui avait confirmé qu'il voulait prendre 3 pièces. Ici, les conditions pour pouvoir prendre un appartement, il te demande 5 mois. C'est-à-dire 2 mois de caution, 2 mois d'avance et 1 mois d'agence, normalement. Mais ça arrive que certains immeubles te demandent 6 mois. 5 mois, donc pendant 5 mois, tu ne payes pas? Non, c'est 2 mois d'avance. C'est-à-dire que si tu as payé 5 mois, maintenant, ça veut dire que pour le mois de mai et juin, tu ne payes pas. D'accord. Tu recommences à payer à partir de juillet. Ok, excellent. Maintenant, quand les 2 mois de caution, là, c'est pour quand tu vas partir les travaux. Est-ce que la maison est endommagée? Est-ce que tout est en bon état? Donc, si tout est en bon état, ils vont te redonner ta caution. Et le mois d'agence, c'est pour l'agence qui t'a aidé à trouver le bien. Parfois, il y a plus qu'une agence sur un bien. Le pas de porte, c'est quand tu prends une propriété, par exemple un magasin, et puis tu veux l'aménager. Ça arrive qu'il y avait une personne avant toi qui avait déjà fait les travaux d'infrastructure. Ouais. Parce qu'il y a certains magasins, il n'y a absolument rien dedans. C'est toi qui dois tout faire. Ouais. Donc la personne, si elle a fait la peinture, elle a mis une mezzanine, si elle a déjà mis des étagères, quand elle quitte, elle peut te demander un pas de porte, c'est-à-dire le coût de ses travaux. D'accord. Parce qu'elle ne peut pas partir avec ses travaux. En effet. Donc, le pas de porte peut arriver à des montants quand même assez élevés. Hein. Ils peuvent te demander 2 millions, 3 millions de pas de porte, c'est-à-dire 5 000 $, ça, 7 000 $. En plus de la caution? En plus de la caution. C'est des frais additionnels? Oui, des frais additionnels. Sans compter ensuite la construction, les rénovations, etc. Voilà. Non, le pas de porte, c'est tous les travaux de rénovation, tous les travaux d'aménagement que la personne a fait sur son magasin. D'accord. Donc, quelqu'un qui veut comprendre le milieu de l'immobilier ici en Côte d'Ivoire
Je crois que c'est la personne bien placée pour bien nous expliquer cela et bien verbaliser cela. Parce que parfois, il y en a qui te parlent, tu ne comprends rien. Alors que elle, c'est clair. On aime ça. Je me retrouve ici à Abidjan dans ce bel appartement avec une décoration simpliste que j'aime bien. Personnellement, lorsque je voyage, je préfère de loin louer un appartement que de louer un hôtel. Pourquoi? Parce que bon, tu as plus d'espace à meilleur deal. Et ce lieu m'a été recommandé par un ami. D'ailleurs, en parlant d'amis, j'aime voyager seul. Mais si un jour je devrais voyager avec un ami, ça serait sans aucun doute Cédric. Pourquoi Cédric? Parce qu'on a le même mindset. À la base, on s'est rencontrés par rapport à mes activités de coaching et de formation. Il a une entreprise qui fait dans la location d'appartements meublés à Montréal. Ses affaires roulent très bien. Donc au début, il était client. Et avec le temps, on a découvert qu'on avait tellement de points en commun qu'on est rendu de très bons potes. Et le point en commun que nous avons vraiment qui nous unit, c'est les voyages. On aime voyager, que cela soit pour aller explorer, découvrir, dénicher de nouvelles opportunités. Je me rappelle un jour, on s'est rencontrés par pur hasard à l'aéroport de Paris pour voir qu'on allait dans la même destination. Et ce qui est fort avec Cédric, c'est un véritable entrepreneur. Parce que lorsqu'il voyage comme ça, ses entreprises continuent à rouler. Il continue à faire de l'argent. Et je crois sa force, l'un de ses secrets, c'est qu'il aime apprendre. Il est tout le temps en train de se former, de participer à une conférence, d'investir dans du coaching. C'est incroyable. Il faut dire, c'est bien d'aller chercher de l'information, d'apprendre, mais le plus important, c'est de passer à l'action. Et c'est ce qu'il fait. C'est une personne d'action. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent participer à des formations, qui peuvent faire prendre du coaching, ils ne font rien avec ça. Je vous donne un exemple. Il y a quelques mois de ça, Cédric me contacte. Il me dit, Maxime, est-ce que tu es en ville? Est-ce que tu es à Montréal? Si oui, pourquoi ne pas aller manger indien? Ça, c'est notre rituel. Au moins 1 à 2 fois par année, on va s'asseoir dans notre fameux restaurant dans le quartier Parc Extension et puis on discute et on se met à jour, quoi. Je confirme le rendez-vous avec Cédric. Je lui dis que je suis en ville. Une fois arrivé sur place, il ne perd pas de temps. Il me pose la question. Maxime, c'est comment la Côte d'Ivoire? Je veux me rendre en Afrique pour la première fois et je veux commencer par ce pays. Est-ce que tu peux m'en parler? Personnellement, bon, juste pour vous mettre en contexte, c'est un Martiniquais. C'est pour ça qu'il n'est jamais encore venu ici. Et bon, moi, de mon côté, ça fait depuis 2018 que je me rends en Côte d'Ivoire, que cela soit pour organiser des conférences et même pour les vacances. Alors, je lui partage mes expériences, les opportunités que j'ai pu voir et bien sûr le mode de vie. Après une très belle discussion, un très bon repas, il me remercie pour les informations que je lui ai transmises et on se sépare, chacun prend son chemin. Pourquoi je raconte cela? Imaginez-vous qu'aujourd'hui, je me retrouve ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan plus précisément, dans l'appartement de Cédric. Ce gars ne blague pas. Tu lui transmets une information, il prend l'information et il court avec. C'est pour ça que lui et moi on s'entend très bien. C'est de même pour toi. Lorsque tu transmets une information, qu'est-ce que tu fais avec? Il y a des gens, ils peuvent participer à 100 conférences. Ils entendent le même message pendant 100 fois. Rien ne change dans leur vie. Oui, mais je vais me lancer, mais j'ai peur. Le meilleur remède de la peur, c'est l'action. Et j'aime le répéter que la plus grande qualité des entrepreneurs à succès, c'est leur rapidité d'exécution. C'est ça le secret des Cédric de ce monde. Je vais terminer avec cette phrase que je crois que j'ai entendue de Bob Proctor, que j'ai modifiée à travers les années. Ce n'est pas par la connaissance, mais par l'action qu'on peut mesurer l'intelligence d'une personne. Deviens une personne d'action. Je suis présentement avec Christina et Christian. Je les appelle le Power Couple. Non, il faut le dire, hein, ce n'est pas n'importe qui. Déjà, juste avoir la chance d'être dans leur présence parce que bon, j'ai dû courir après eux hein, pour les avoir parce qu'il fallait absolument que vous entendiez leur histoire. D'ailleurs, Christina, je l'ai connue à une de mes conférences. Et depuis, bon, pour ceux qui ne le savent pas, elle est dans la location d'appartements meublés. Puis depuis, à chaque fois que je venais ici à Abidjan, c'est tout le temps avec Christina que je faisais affaire. De très beaux appartements, une très belle histoire, les deux d'ailleurs. Bon, aujourd'hui, on va se concentrer sur Christina. Et demain, on va se concentrer sur Christian, mais les deux ensemble, purée, c'est quelque chose. Surtout pour les entrepreneurs, lorsque vous allez écouter cette histoire,
le parcours, les challenges, les défis, comment est-ce qu'ils ont fait et surtout l'excellence, la qualité qu'ils mettent dans leurs produits et services. Vous verrez. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visiter quelques-uns des appartements qu'ils mettent en location. D'ailleurs, hein, si vous venez ici à Abidjan, vous ne savez pas trop où aller, je crois que c'est la référence. Mais avant de parler, l'idéal, c'est de voir. C'est pourquoi je viens ici, sur le terrain à Abidjan, pour vous montrer concrètement c'est quoi des entrepreneurs, de vrais entrepreneurs. Alors, on commence immédiatement. Suivez-moi. Donc là, ça, c'est un appartement 4 pièces. C'est-à-dire 4 pièces tout équipé. 4 pièces ici en Côte d'Ivoire, c'est 3 chambres et un salon. 3 chambres, un salon. Toutes les chambres sont autonomes. On a le salon, on a la partie table à manger. En plus de ça, vous avez la cuisine et la salle, les toilettes visiteurs. Tous nos meubles sont faits par nos artisans locaux ivoiriens. Oui. Donc on essaie aussi de valoriser nos artisans locaux. Excellent. Et comment tu fais pour agencer le tout? Bon, en fait, tout est une histoire d'intuition. Voilà, Christian et moi, on a ce petit brin de décoration. On aime tout ce qui est chic, on aime tout ce qui, tout ce qui est africain. Donc, vous allez remarquer qu'au niveau des meubles, voilà, il y a toujours un rappel de bois. La déco africaine, c'est très moderne. Effectivement, effectivement. On a toujours ce rappel de la déco africaine. On est attiré par tout ce qui est déco africaine. Ça met en valeur, voilà, nos potentiels. Quand même une très belle vue hein, pour quelqu'un qui veut s'installer, être tranquille, posé, relax. Il y a beaucoup d'avantages dans cette cité? Dans cette cité, c'est-à-dire la cité dispose d'une piscine très bien entretenue, des aires de jeu pour les enfants, d'un terrain de football, d'un terrain de basketball. Donc tous les résidents ont droit à tout ce qui offre la cité. Nice. Comment tu as commencé, tu disais? Pendant la crise de 2011, voilà, j'étais au Togo et je logeais dans un appartement meublé et j'ai vu que le service était parfait. J'ai bien aimé la façon dont on nous a accueillis, on nous a logés. Les appartements étaient vraiment bien. Et après que je suis rentrée à Abidjan, je me suis dit, bon, je sais qu'il y a pas mal d'hôtels à Abidjan, mais franchement, je n'avais jamais vu une agence de location saisonnière bien établie et tout. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'abord d'être apporteur d'affaires. C'est là que, après avoir été apporteur d'affaires, qu'avec mon mari, on s'est lancé dans le tout premier appartement qui était ici, ce qu'on appelle un studio. Et c'est à la suite de ça que nous avons réinvesti à maintes reprises pour en avoir plusieurs jusqu'à aujourd'hui. On a près d'une vingtaine d'appartements. Félicitations. Merci. Chapeau, c'est très inspirant. Il y en a beaucoup qui écoutent cette histoire et se disent que c'est possible de se lancer. Mais lorsqu'on entend qu'on a commencé avec un, on est rendu maintenant avec une vingtaine. Waouh, chapeau. Donc ici, c'est la cuisine. Voilà la cuisine tout équipée. On a la femme de chambre qui est là. Oui, bonjour. Voilà notre femme de chambre qui s'appelle Dorothée. C'est-à-dire nos femmes de chambre font le nettoyage de nos chambres. Excellent. Elles font le nettoyage de nos chambres. Donc quand nos clients arrivent, voilà, vous êtes en paix parce qu'elles sont professionnelles. Voilà, elles changent la literie et vous n'avez pas à vous inquiéter. Est-ce que tu as commencé avec des employés, ton entreprise, dès le jour 1? Oui, parce qu'en fait, l'activité demande à ce qu'on ait des collaborateurs. D'accord. Donc, on a toujours une petite équipe avec laquelle on fonctionne. On avait toujours une femme de chambre dans le temps. D'accord. On avait une commerciale. Et on a toujours commencé avec nos collaborateurs. Excellent. Est-ce que tu as déjà nettoyé une chambre? Est-ce que tu as déjà travaillé? Oui. Au début, on nettoyait des chambres. C'est-à-dire, au début, quand j'avais la femme de chambre, il y a des moments où on était submergé entre deux réservations. Ouais. Donc du coup, il fallait aider la femme de chambre il fallait dresser le lit. Donc j'ai fait ça. J'ai fait le nettoyage des salles de bain, voilà tout, pour que le client soit satisfait. Donc tu as mis la main à la pâte. J'ai mis la main à la pâte, on a fait les chambres et tout. On essaie de mettre tous nos clients à l'aise, c'est-à-dire qu'ils puissent se retrouver. Voilà, donc nos différentes décorations sont très variées. Donc vous allez voir qu'il y a la décoration du type industriel, la décoration de type scandinave. Donc nos décorations sont beaucoup variées. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est lorsqu'elle explique l'importance d'investir dans le design, parce qu'elle met beaucoup d'emphase là-dessus. Le style industriel, c'est quoi encore les autres styles? Je ne connais pas, je ne suis pas designer. C'est quoi encore les autres styles? Il y a le style industriel, il y a le style scandinave. Industriel, scandinave, moderne, cosy, chic. Et tout ça, il touche à tout.
Donc l'important, c'est que lorsque tu apportes un produit, apportes un service, il faut que tu creuses à savoir qu'est-ce que la clientèle apprécie vraiment. Parce que souvent, les gens veulent faire des trucs pour eux. Ne fais pas des trucs pour toi. Tu dois faire des trucs pour ta clientèle. Qu'est-ce qu'ils vont apprécier? Pourquoi est-ce qu'ils vont dépenser de l'argent? Souvent, les gens veulent dépenser le minimum et récolter le plus. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous savez, chaque élément ici, ça coûte de l'argent. C'est un investissement. Mais lorsque tu sors de l'argent de tes poches, et c'est comme ça aussi que ça rentre. Parce que mine de rien, on les voit ici tranquilles. Quand on parle de Power Couple, ils font de l'argent. Hein? Parce qu'ils ont compris encore l'importance d'injecter, d'investir. Retiens cela en tête. Si tu es dans l'immobilier, même si tu fais des vidéos en ligne, arrête de faire tes vidéos avec ton téléphone. Apporte une caméra. Investis même s'il faut sur un caméraman, quelqu'un qui peut t'aider à travailler le montage. Tu dois sortir de l'argent. C'est comme ça que l'argent va rentrer. Ça va gérer les clés. Donc là, on va visiter un autre appartement, mais c'est trompé de clés. C'est comme ça, lorsqu'on a trop d'appartements, on se trompe de clés. Et c'est ça, c'est un bon problème, comme on dit. Hein. Et tu veux avoir ce genre de problème aussi. Que tu as tellement de clés, tu te dis, mais attends, mais je me dirige où? Hein? C'est comment? Dis-moi. Il est venu à l'appartement, il s'est dit, ah, ça fait longtemps que je n'ai pas vu cet appartement. On l'a terminé il y a peut-être 1 an et demi. Et c'est la dernière fois que j'ai vu l'appartement. Là, c'est la première fois de revenir depuis la finition de l'appartement. Et j'étais tellement épaté par la beauté de l'appartement. Je me dis, mais bon, sinon on a fait ça. J'étais tellement étonné, quoi. Mais bon. Un vrai patron, vous voyez. Hein? Donc lui, il met en place le système, puis après, bon, il revient des années plus tard, quoi. C'est ça, exactement. Et c'est ça que tu veux, toi aussi. Bon, ça, c'est la piscine. Donc, comme on disait, la cité offre une belle piscine aux résidents. Et lorsqu'on parle d'offrir, est-ce que les gens doivent payer pour ça? Non, les gens ne payent pas. Okay. Voilà, tout est compris dans le tarif. Donc, vous ne payez pas pour nager. Et comment tu as pu faire pour trouver ces logements? Parce que c'est quand même j'ai l'impression que c'est des logements qui sont recherchés, quoi. En fait, c'est juste que, on peut dire que c'est une histoire de chance aussi. Il y a le facteur chance qui joue. Excellent, la chance mélangée avec du travail. Exactement, qui joue le rôle. J'ai l'impression que l'immobilier ici, à Abidjan, est en pleine explosion. Oui, puisque Abidjan, c'est une ville qui attire du monde. Ouais. C'est une ville qui draine du monde. Donc ouais. On a tellement de touristes qui viennent découvrir nos cultures. Les gens veulent y vivre parce qu'il fait quand même bon vivre. En effet. Avec ici la tchéké qui est mondialement reconnue, le garba, la loco. En donc, effet. il fait bon vivre à Abidjan. Il fait bon vivre. Donc on rencontre beaucoup de personnes. En tout cas, de l'expérience que j'ai, la plupart de nos clients veulent y vivre. On a beaucoup de clients qui viennent pour les vacances. On entend après, voilà madame, on veut vivre ici. Est-ce que vous pouvez pas nous trouver un appartement? Ouais. Donc parce qu'il fait bon vivre, moi j'aimerais tout lâcher de là où je suis pour vivre. Imaginez-vous, avec le tarif de la location de la chambre, mais vous avez aussi de l'appartement plutôt, vous avez aussi accès à tout ça. Et lorsqu'on voit justement tout ça, on a l'impression qu'à Abidjan, l'immobilier explose. Ça fait combien de temps que tu es dans le domaine? Est-ce que tu investis toi-même en immobilier? Oui, on investit dans l'immobilier. Ça fait 10 ans qu'on est dans le domaine. On a commencé en 2014. C'est nice. Donc ça fait 10 ans cette année que nous sommes dans le domaine. Les fameux 10 ans, je le répète souvent, 10 ans dans le même domaine, tu restes accroché et tu verras des résultats. Vous voyez? Exactement. Après 10 ans, elle est encore là. Est-ce que tu as eu des challenges? Est-ce que tu as eu des défis? Est-ce que tu as eu des problèmes? Ben oui, on a eu des problèmes au niveau des ressources humaines. Vous savez, c'est pas facile d'avoir du personnel de qualité, du personnel qualifié aussi, qui connaît le business, qui connaît l'activité. Donc, toujours être en formation, il faut toujours former les équipes, il faut toujours former les gens qui t'entourent. Donc, on a eu des défis. On a eu des défis aussi au niveau de... Juste avant de continuer, avant de parler du prochain défi, du prochain challenge, elle a dit un mot que j'aime énormément. Il faut toujours former, l'importance de la formation. C'est vrai, bon, tu vas tomber sur des personnes qui n'ont pas les qualifications. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te plaindre? Non, tu prends cette personne et tu la formes. Et d'ici 10 ans, tu auras un empire presque. Exactement. Comme Christina. D'ailleurs, ton entreprise s'appelle comment? Christina Service. En fait, Christina Service, c'est le nom de mon mari qui s'appelle Christian. Et moi, comme je m'appelle Christina, on a fait Christina Service. Magnifique, magnifique. Donc, si on arrive maintenant au deuxième défi, deuxième problème que vous avez eu. Le premier, c'est le personnel. Deuxième, c'est? C'est le défi financier. Il y a des banques, bon, pas mal de banques aussi ne veulent pas aussi accompagner sans qu'il y ait des preuves palpables du fait que vous évoluez, tout est là. Donc ça c'est un gros défi aussi. C'est vrai, en effet. C'est un gros défi. Donc on a quand même des microfinances qui nous ont fait confiance. Nice. Qui nous ont accompagnés à grandir.
D'accord. Donc, chez CIS, on a différents types d'appartements. On a des studios. CIS, ça veut CIS dire... qui avait des Christ Ina Service. Donc ça, c'est le nom de ton entreprise? Voilà, c'est le nom de mon entreprise. On a différents appartements. On a des studios. On a des 2 pièces qui signifie ici une chambre et un salon. Et là, ici, nous sommes dans un appartement de type 3 pièces, qui est un appartement de 2 chambres, salon entièrement meublé, comme vous le constatez, entièrement équipé. Vous avez le Wi-Fi en permanence qui sont dans tous nos appartements. Nice. Est-ce que c'est facile de dealer avec les propriétaires pour louer ces appartements et les sous-louer par la suite? Le plus important, c'est d'avoir un contrat entre le propriétaire et le locataire. Un contrat signé qui montre que vous avez la possibilité de pouvoir faire cette activité. Ok, excellent. Ça, c'est clair, en bonne et en due forme, pour éviter tout conflit. Okay, c'est toujours clair ça, c'est la base. C'est toujours clair de mentionner au propriétaire pour dire que... Ça, c'est si vous n'êtes pas propriétaire, pour dire que si vous voulez faire un Airbnb, un appartement meublé, voilà, vous avez un document, un contrat entre le propriétaire et vous qui vous permet d'exercer cette activité. Bon, on a fait le tour de l'appartement. Hein, c'est un très bel appartement. De toute façon, vous avez vu les images, hein, c'est magnifique. C'est vraiment très impressionnant ce que vous faites. Hein. Je pensais même que c'était tellement parfait que je leur ai posé la question. C'était hors caméra, c'est pourquoi on s'est assis à tête reposée. Je leur repose la question. Est-ce qu'ils ont déjà commis une erreur dans leur parcours en tant qu'entrepreneur? Et ce qu'ils me racontaient me fait rire parce que moi, je suis le premier à avoir commis cette erreur et je crois que ça vaut la peine que d'autres entrepreneurs puissent entendre cela. C'était au début, madame avait besoin de comprendre au fait, d'avoir une éducation financière parce qu'à la base, elle est commerciale. Bon, moi, je suis un financier, donc je lui faisais comprendre certaines choses pour pouvoir avoir une bonne gestion. Mais c'était très compliqué de faire passer le message. Donc l'erreur du départ, c'était vraiment l'erreur de gestion des entrées d'argent. Il se trouvait qu'on n'avait pas de suivi concret de cet argent-là. Et arrivé un moment, il s'est trouvé qu'il fallait qu'on fasse un point. Et on ne pouvait pas faire de point. On ne savait pas ce qui était rentré réellement, ce qui sortait. On trouvait simplement que l'argent qui était là n'était pas suffisant. Donc ça veut dire même si cet argent avait été dérobé ou on ne savait pas quoi répondre. On ne sait pas. Très rapidement, on a corrigé ça. Voilà. Et puis, on a mis en place cette organisation financière et même ouvrir un compte bancaire pour commencer déjà à faire des transactions au niveau de la banque pour pourquoi plus tard demander des financements. Excellent. Puis je suis content que vous puissiez le dire devant la caméra parce qu'il y en a plusieurs, quand ils font des erreurs, ils veulent cacher cela, ils veulent montrer que ce sont des entrepreneurs parfaits. Bien au contraire, c'est ce qui nous permet de grandir. Et moi-même, je suis le premier à avoir commis cette erreur. Il y a de l'argent qui rentre, tu dépenses l'argent rentre, elle sort. Tu n'as aucune idée des recettes que tu as générées, des dépenses que tu as eues. Et une des stratégies pour faire grandir une entreprise, je le dis souvent, c'est le contrôle. Le contrôle sur absolument tout sur ton entreprise. C'est certain qu'il y a des aspects de ton entreprise qui ne peuvent pas tout contrôler. Il y a Christian, bon, vous allez le voir demain. Sa famille, ils ont un très gros hôtel. En tout cas, j'ai déjà hâte d'y aller. Et puis son père lui expliquait qu'il roulait à peine à 50% de ses capacités financières parce que bon, il y a l'argent, il y a des gens qui le dérobaient cela. Et il lui a dit de mettre le plus de contrôle possible, mais tu ne peux pas contrôler tout, surtout lorsqu'il y a beaucoup de cash qui circule. Mais malgré ça, toi, le contrôle que tu peux faire de ton côté, simplement avoir un fichier Excel. Savoir aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, combien d'argent qui est rentré, combien d'argent qui est sorti. Et là, c'est ce qui te permettra de savoir est-ce que tu es en déficit ou est-ce que tu es en profit. Et si tu es en profit, tu veux faire grandir cela, donc réinjecter. Et si tu es en déficit, à savoir c'est quoi les raisons pour lesquelles tu es en manque de déficit. Est-ce parce que tu as mal géré tes dépenses ou est-ce parce que tu te fais dérober? En tout cas, il y a tellement de raisons, mais je suis tellement content vraiment d'entendre cela d'entrepreneurs, je peux dire, qui réussissent et qui ils se cachent pas, quoi. C'est des trucs qu'on a fait. Moi, c'est des trucs que j'ai fait. Et toi aussi, si tu es dans cette position, ne te sens pas mal. Simplement, réajuste le tir. Alors, on a terminé la visite. Bon, la visite de 3 appartements sur 20, c'est très peu, parce que sinon, on serait obligé de faire la semaine, quoi. C'est pour vous dire à quel point que ce n'est pas n'importe quoi lorsqu'on parle de Christ Ina Service, c'est ça. Donc, vraiment, chapeau, je suis très impressionné. Il faut le faire. C'est pas évident de prendre un appartement, le meubler avec un goût raffiné
Non, mais vous avez vu, non, les détails, je ne sais pas à quoi qu'ils pensent. Hein. Eux, ce n'est pas des entrepreneurs, j'appelle ça des designers, pour vous dire à quel point. Donc, vraiment, chapeau. Et il y a une question que je leur ai posée pendant qu'on était en train de se promener, c'était l'aspect financier. Beaucoup d'entrepreneurs se lancent en affaires, dès qu'ils font un peu d'argent, ils dépensent cet argent-là. Ils lapident, on peut dire l'argent, voiture, bijoux, vêtements, maison. Vous connaissez les histoires. Et je leur posais la question, vous, de quelle manière vous gérez votre argent? Est-ce que vous avez cette bonne habitude de réinvestir ou simplement, bon, vous faites comme tout le monde, vous dépensez votre argent? Alors, comment est-ce que vous fonctionnez? Ok, merci. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une très belle question. Moi, je pense que tout part de la vision. Nous, quand on débutait cette activité, on avait pour ambition de bâtir notre propre patrimoine, c'est-à-dire avoir un hôtel résidence appart. Donc, pour ça, il faut savoir gérer le cash. Il faut savoir gérer le cash. On s'est privé pendant, je crois, entre 4 et 5 ans. 4-5 ans. Ben, privé, c'est quoi? Vous mettez 50% de côté? Voilà, on mettait 100% de tout ce qu'on gagnait, on le réinvestissait. Bon, on a pu le faire parce que moi, j'étais toujours en fonction. J'avais mon salaire qui était vraiment ce sur quoi on s'appuyait pour vivre. Et maintenant, tout ce que générait le business, au fait, était réinjecté automatiquement. Et tu as pris combien de temps avant de te mettre à temps plein dans les affaires, avant de quitter ton emploi? 3 ans et demi, voilà. 3 ans et demi. Parce que bon, il y en a certains qui ont encore un emploi, qui partent leur entreprise. Si c'est votre situation, faites comme Christian, faites comme Christina. Garde ton emploi pendant que tu montes ton entreprise, 100% des gains, des revenus, des profits que tu fais, et réinjecte-le dans ton entreprise. Ce n'est pas la mentalité des entrepreneurs court terme que eux, dès qu'ils font un coup d'argent, qu'ils dépensent absolument tout. Regardez le résultat aujourd'hui. C'est incroyable. Ils ont plus d'une vingtaine de logements qui sont en location, des appartements très, très bien meublés. Je ne sais pas si ça se pose la question, combien d'argent en moyenne que vous dépensez en design, en mobilier? En français, ça dépend du type d'appartement. Si c'est un studio, un chambre-salon et des chambres-salon, mais vu le design combien d'appartements, je vais dire en moyenne entre 7,5 millions et 10 millions. 7,5 millions, 10 millions, donc on va presque à 20 000 $. Un investissement, il faut le faire. Hein. Alors qu'il y en a d'autres qui vont prendre un appartement, ils vont peut-être mettre 5 000, ils sont contents. Mais quand tu mets 5 000, tu n'as pas de clients, tu te dis ça ne fonctionne pas, je me suis lancé là-dedans, pourquoi? Si tu veux que ça fonctionne, sors de l'argent un peu de tes poches, fais des sacrifices. D'ailleurs, on parle de sacrifices. Est-ce qu'il y a des sacrifices que vous avez faits? Parce que bon, ça demande quand même de l'effort, hein. Meubler, travailler, être présent. Vous avez fait des sacrifices? Quel type de sacrifices que vous avez dû faire pour que cette entreprise puisse avoir du succès aujourd'hui? Déjà, il faut savoir qu'on n'a pas commencé avec 20 appartements d'un coup, on a commencé tout petit. Donc, il y a eu des fois où on travaillait, même le dimanche, on faisait, monsieur et moi, le ménage. Wow. Voilà, on faisait, puisqu'on n'avait pas de personnel, donc on faisait le nettoyage des appartements pour les clients. Donc, il faut savoir qu'il y a eu énormément de sacrifices, comme on a dit, au niveau financier, au niveau de notre temps. Il y a des fois, monsieur, comme il travaillait, donc lorsqu'il rentre le soir, on doit partir installer des clients. Si je ne suis pas disponible, il va installer des clients. Donc ça fait énormément de sacrifices. Je peux compléter à ce qu'elle vient de dire, c'est que déjà même le domaine est très particulier, demande énormément de sacrifices. Mettre à disposition des appartements pour des gens, ça veut dire qu'il faut assurer une certaine qualité. Et dans l'hôtellerie, une ampoule grillée dans une chambre, c'est pas intéressant. Un micro-ondes qui ne marche pas, une clim qui ne fonctionne pas. Donc, il faut être toujours disponible pour le client. Donc, comme elle disait tout à l'heure, on n'avait plus de jours à nous. C'est-à-dire, on travaille tous les jours du lundi au dimanche. Et moi, je vais raconter une anecdote, c'est que je me rappelle, on était endormis et un vigile nous appelle pour nous dire que votre appartement est inondé. Oh, wow. Il était 3 h du matin ou quoi, je ne sais plus trop. En fait, le client était sorti de l'appartement. Je crois qu'il y avait une coupure d'eau, donc il avait laissé le robinet ouvert et il est sorti. Et donc, quand l'eau est revenue, donc ça a pris tout l'appartement, ça a commencé à inonder tout et ça a commencé à descendre dans l'immeuble. Et donc voilà, donc il nous a appelés. Je suis réveillé à 3 h, 4 h du matin même, je suis venu essayer de gérer ça, voilà, couper l'eau, nettoyer jusqu'à et tout. Mais ces histoires comme ça, là, on en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. C'est pourquoi vous êtes vraiment là après 10 ans. Souvent, les gens qui se lancent, qui se disent pourquoi qu'il y a tout ça qui m'arrive comme problème. Et c'est ça, le travail d'un entrepreneur. Je le répète souvent qu'en tant qu'entrepreneur, dans le travail, c'est apporter des solutions et on est payé pour cela. Si les solutions que tu apportes sont efficaces, le monde serait prêt à même te payer beaucoup, quoi.
Mais vraiment, chapeau, félicitations. J'ai tellement de questions pour vous. On pourrait passer la journée parce que vous êtes très intéressants. Je vous appelle le Power Couple. Donc, Christina et Christian, j'espère que vous avez vraiment été impressionnés ou sinon inspirés parce que moi, je suis impressionné et je suis inspiré par leur parcours, par la chimie qu'ils ont, par le fait qu'ils se complètent. Hein. Donc, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais ce n'est pas terminé parce que là, c'était la partie Christina qu'on a vue aujourd'hui. On verra demain la partie Christian. C'est une autre aventure, les deux se complètent. C'est pourquoi ils sont aussi beaux, magnifiques et prospèrent ensemble. Donc, prenez note de tous les éléments qu'ils ont parlé, que ce soit l'aspect financier, les sacrifices qu'ils ont dû faire, comment aussi bien gérer le tout, avoir un papier pour, même si c'est sur un papier, mais on va au moins voir c'est quoi les dépenses, c'est quoi les revenus. On parle également aussi des sacrifices au niveau du temps, de mettre la main à la pâte. C'est eux qui faisaient le ménage, c'est eux qui doivent se déplacer. Ils n'ont pas fait les paresseux. Oui, il y a un problème à 3 h du matin. Est-ce que tu peux aller nettoyer ça pour moi? Non, c'est eux qui sont là. Et c'est ça, les vrais entrepreneurs. Ce sont des vrais entrepreneurs sur le terrain. Pendant qu'on était ensemble, leur téléphone n'arrêtait pas de sonner. Donc, j'ai mobilisé une partie justement de leur journée. Je leur suis énormément reconnaissant du temps qu'ils m'avaient accordé. Et j'espère qu'on va se revoir. Et pourquoi pas faire business ensemble. Exactement. Parce qu'on est là pour ça, on est là pour faire du cash. Hein? Exactement, du cash. Yes, yes, yes. Merci encore. Je suis avec mon grand ami Ouattara. Donc c'est mon chauffeur maintenant depuis 6 ans. À toutes les fois que je vais à Abidjan, je suis avec lui. On se dirige vers San Pedro, c'est une ville qui est à 3 heures d'Abidjan. Abidjan explose, oui, il y a beaucoup d'opportunités là-bas, mais il y a aussi d'autres villes autour qui explosent, telles que San Pedro. J'ai hâte d'y être, c'est ma première fois. On m'a dit aussi que c'était très beau. Donc on est sur la route, on est presque, bon, on a quand même une longue route, hein, ça fait un petit moment qu'on roule, mais je crois qu'on est à moitié chemin. C'est très beau, il y a beaucoup de trucs. En tout cas, on y arrive, je crois que vous allez beaucoup apprécier cette rencontre avec l'entrepreneur que je vais rencontrer. Alors, tel que promis, nous sommes arrivés plutôt à San Pedro. C'était un long trajet quand même. On pensait que ça allait nous prendre 3 heures, ça nous a pris environ 4 heures. Mais quand même, c'était agréable. Hein. Un beau paysage. On a pris le temps de discuter avec mon cher ami Ouattara. Et puis là, je suis avec l'entrepreneur que je vous ai promis. Vous avez deviné? Oui, c'est Monsieur Christian. Vous l'avez rencontré il y a quelques jours hein, avec sa femme. Et aujourd'hui, on va découvrir son univers à lui. Et ce n'est pas n'importe quel univers, parce que sa femme est dans la location d'appartements meublés. Et lui, il se trouve qu'il est dans quelque chose un peu plus costaud, quoi. On parle de l'industrie des hôtels. Lorsque j'ai entendu parler de ça, je me suis dit non, il faut absolument que je fasse la route jusqu'à ici à San Pedro, non seulement pour rencontrer Christian afin qu'il puisse nous raconter cette histoire, mais également qu'on puisse voir les installations. C'est extrêmement impressionnant. On se dirige faire une petite visite guidée. Donc j'ai le privilège d'être avec le seul et unique Christian. Imaginez-vous que c'est son père qui a bâti cet hôtel, c'est ça? Exactement. Wow, c'est incroyable. Parce que lorsqu'on voit un établissement aussi grand, on se pose la question, est-ce que vous êtes né riche? Non. Au fait, c'est le fruit du travail du papa. Il s'est sacrifié pour mettre en place un héritage parce qu'il avait promis de laisser quelque chose à ses enfants. Excellent. Et donc, nous, on a la lourde charge de pouvoir continuer ce qu'il a commencé. Wow, c'est magnifique. Il a toujours eu un rêve de créer un empire un peu. Il a toujours prononcé le nom Maersk. Maersk, il va avoir un empire comme le groupe Maersk. Et donc, nous, on a. Maersk, c'est un groupe d'hôtels? Non, c'est pas un groupe d'hôtels, c'est plutôt. Ils sont dans le domaine maritime. Maritime, d'accord. Parce qu'ici, il y a le port. D'accord. C'est une ville portuaire. Donc, lui travaille au port, mon père, en fait. Ok. Nice. Au départ, il travaillait dans la construction avec ses prêts. Ouais. Et après,
il a décidé de voler de ses propres ailes avec sa femme. Nice. Et puis il a commencé directement avec un hôtel ou il a commencé plus petit avec un autre projet? Il a commencé d'abord avec un petit hôtel au centre-ville qu'on aura l'occasion d'aller voir tout à l'heure. Excellent. Et c'est de là qu'il a pu générer pas mal de fonds qui a permis de faire cet hôtel dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui s'appelle Enotel Beach, qui est un hôtel construit sur 3 hectares. 3 hectares, waouh, c'est énorme. 3 hectares, bon, construit. La partie construite, ce n'est que 1,5 hectare, parce qu'on a 50 chambres sur l'hectare et demi, le restaurant, les différentes 50 salles. chambres, c'est comme ça. Et on a encore 1,5 hectare encore exploité. Et donc, voilà, il voulait faire 150 chambres. 150 chambres, d'accord. Donc voilà, on s'est dit que nous, en tant que ses enfants, on fait 100 chambres. Est-ce que vous avez entendu, hein? Non, c'est quelque chose, hein? Moi, ce que je retiens dans ce que tu es en train de me dire, c'est non seulement il faut avoir une vision, et aussi en tant qu'entrepreneur, il faut être apte à laisser un héritage. Exact. Et si vous reprenez l'héritage de vos parents, là, il faut être apte, encore une fois, à faire plus, 3 fois plus. Exact. On passe de 50 à 150, très inspirant. Et je vais rajouter un truc, c'est que mon père me disait qu'il remarquait qu'en Afrique, il fallait toujours reprendre, en fait. C'est-à-dire que le papa commence quelque chose, dès qu'il part, tout tombe, il faut encore reprendre. À zéro, ouais. Et voilà, à zéro. Alors qu'en Europe, c'est des trucs qu'ils ont dépassé. Les familles reprennent, ça continue. Donc, il a toujours rêvé que nous, un jour, on intègre cet établissement-là, qu'on le fasse grandir, le faire rayonner à travers le monde. Donc, c'est un peu notre mission à nous. Vraiment... Nous aussi, on va déléguer ça à la future génération et ainsi de suite. Et devenir une empire. Voilà. Vous êtes déjà une référence ici dans la ville de San Pedro. C'est ça, c'est ça. Et là, c'est pas assez, j'imagine que vous voulez plus. plus. Non, on veut plus. D'abord, conquérir la Côte d'Ivoire, et puis maintenant, après, l'Afrique. Est-ce que vous avez entendu? C'est ça. Une famille visionnaire, un homme visionnaire. Christian, c'est magnifique ce que j'entends. Est-ce qu'on peut visiter une chambre? Je sais qu'il y a beaucoup de clients. Il y a beaucoup de clients, donc il y a une chambre qui est en train d'être faite là. On va essayer de profiter. Comme ça, après, nous, elle pourra nettoyer. Est-ce qu'on a pu trouver une chambre disponible? Bon, c'était très difficile, mais bon, Dieu merci, on a pu avoir une première chambre disponible qu'on va visiter. Voilà. Et donc, cette chambre-là, c'est une chambre PMR. PMR, c'est les personnes à mobilité réduite. Donc, comme vous remarquez, vous allez voir que dès le départ, il y a une rampe d'accès. C'est des chambres vraiment standards internationales, hein. Donc, c'est-à-dire des chambres qui vont entre 25 et 30 mètres carrés. Parfait. Donc, c'est des mini-suites. Donc, il y a le lit qui est un lit king size. D'accord. Avec une partie bureau pour les travailleurs, parce qu'on reçoit beaucoup de personnes qui viennent pour le boulot. Pour le boulot, comme c'est une ville très, très industrielle. Et donc, voilà, un petit coin salon où on peut manger et voilà. Directement en chambre, parce qu'on n'a pas envie forcément de sortir de la chambre. On a le petit frigo pour ranger 2-3 affaires. On a le placard et une douche. Voilà, une douche avec un revêtement. Très grande la douche. Hein. Voilà, comme je dis, pour faciliter ces personnes-là à bouger avec les chaises roulantes quand c'est nécessaire. Nice, c'est très bien pensé. Donc maintenant, on va voir une mini-suite. C'est quasiment la même chambre que celle qu'on a vue tout à l'heure. La différence, c'est qu'elle n'est pas dimensionnée pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Dans ces chambres-là, on a travaillé avec que des artisans locaux. On n'a rien importé de l'extérieur. Tout est confectionné par des artisans ivoiriens. Oui, on peut voir les détails, c'est magnifique. Donc voilà, vous voyez que quand même il y a du bon boulot qui s'est fait en Afrique. Oui, pas besoin forcément d'aller en Europe pour pouvoir observer ça. En effet. Et donc, comme je disais, c'est quasiment la même chambre. Mais vous allez voir que l'accès à la douche n'est pas pareil. Et dans cette douche, il y a une paroi pour séparer la douche de la partie lavabo. L'hôtel est construit sur 1,5 hectare. Donc c'est 12 bungalows de 4 chambres. D'accord. Un bungalow, c'est 2 chambres standards et 2 mini-suites en forme arrondi, voilà, vers la fin. Et donc, ça faisait 48 chambres. Et papa s'est dit, moi je vais atteindre 50 chambres. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait 2 petites cases qui rajoutent au fait pour atteindre les 50 chambres. Donc vous voyez que c'est des petites cases qui sont uniques dans leur endroit et c'est des petits cocons au fait des gens qui aiment bien se faire. Et c'est ce qu'on va visiter maintenant? C'est ce qu'on va visiter maintenant que je vous montre. Excellent, excellent. Donc voilà un peu la petite case
Elle est vraiment toute petite. Petite. Est-ce que c'est les mêmes tarifs ou pas? Oui, c'est le même tarif que les chambres standards. D'accord. C'est le même tarif que les chambres standards. Donc, j'ai un petit cocon arrondi. Il fallait arrondir le chiffre à 50. C'est pour ça qu'ils sont arrondis. Voilà. Voilà. Mais dommage, nous sommes revenus finalement à 48 parce qu'on a transformé 2 chambres en suite. Donc vous avez pris Donc deux on a chambres pris combinées. 2 chambres combinées qu'on a transformées en suite, qu'on aura l'occasion de visiter tout à l'heure. Nice. Et donc on est revenu à 48, mais on va tout faire pour remonter encore. Oui, bien sûr, on a une grande vision. Ouais, la vision est très grande. Et de grande l'ambition. Ouais, exactement. Excellent. C'est vraiment beau, hein? Quand même, hein? Vous avez combien d'employés au total? Nous avons environ une centaine d'employés. Une centaine, d'accord. Donc 70 qui sont en full-time. Ok. Et puis une trentaine qui sont des extras, qui viennent pour des jobs ponctuels. J'imagine parfois, bon, je sais pas, peut-être que vous êtes des super-héros, que tu es un super-héros, mais c'était déjà arrivé d'être fatigué, d'être épuisé? Ouais. L'année dernière, j'étais HS, on peut dire ça comme ça. HS, ça veut dire quoi? J'étais hors service. Il y a beaucoup d'acronymes, hein? J'utilise le thème de l'hôtellerie. Quand une chambre n'est pas fonctionnelle, on la met en hors service. HS. En HS. Voilà, ok, d'accord. Voilà, exactement. Je sortais de ma précédente vie d'auditeur. Donc, j'enchaînais en même temps. Ta vie auparavant, tu étais auditeur, tu étais employé? J'étais employé, exactement. J'étais employé d'un grand cabinet. Et là-bas, c'était vraiment 100 à l'heure et tout. Et si on comprend bien, tu étais employé malgré que ta famille avait un hôtel? Exactement. D'accord. Exactement. Malgré que la famille avec un hôtel, j'étais allé là-bas vraiment pour me former. J'avais besoin de formation. Je me suis dit, plus tard, j'allais forcément réintégrer l'hôtel. J'allais pouvoir apporter de l'expérience professionnelle dans cette activité. Et donc, c'est pour ça que vraiment, j'ai fait ce cabinet-là. Et quand j'ai enchaîné, j'ai enchaîné 7 ans avec ce cabinet. D'accord. Et j'ai même pas eu de temps de repos. Je suis venu enchaîner ici à l'hôtel depuis 2018. Et je crois qu'en 2023, j'ai fait 5 ans, no-stop. Donc depuis 5 ans, je n'étais juste pas reposé. 5 ans, les fameux 5 ans, les amis, les fameux 5 ans. 5 ans de travail forcé. J'ai fait quasiment plus de 3 mois. Hein, oh waouh, ok, tu n'étais pas gros pendant 2-3 jours. Ouais. Donc 3 mois, tu faisais quoi pendant 3 mois? Je me reposais, je me soignais. Oh, carrément. Mon corps avait carrément lâché, quoi. C'est pourquoi à un certain moment, il faut aussi écouter notre corps. Il faut surtout prendre des congés de façon régulière. C'est-à-dire par année, au moins prendre 1 mois. C'est bien, c'est bien. Et maintenant, c'est ce que je fais. C'est-à-dire, j'enchaîne pas 5 ans de suite sans me reposer. C'est quelque chose. Maintenant, chaque année, je prends 1 mois, je coupe, je me repose et puis je récupère. Donc les entrepreneurs, vous écoutez le message. Oui, c'est vrai de se donner à fond, mais à un certain moment, notre mindset nous dit continue, hein, tu es capable, tu peux travailler encore plus fort. Mais notre corps nous dit autre chose. Il m'est arrivé la même situation un peu plus jeune lorsque je me suis lancé en affaires 20 ans en arrière. Et puis j'étais très motivé, hein. Donc je me donnais à fond. Et un jour au matin, je me réveille, j'ai des plaques rouges sur mon corps. Wow. Et lorsque je m'en vais à la clinique, on me disait que c'est dû au stress. Le stress, exactement. Ouais. Ma tête me disait autre chose. Ma tête me disait non, t'es motivé. Non, c'était le stress. Ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce fameux remède au stress, qui est l'endorphine. Hein, lorsque tu vas au sport. Après une bonne activité sportive, tu te sens bien. Et c'est pourquoi maintenant, à tous les jours, je m'entraîne pour combattre ce stress. Parce que oui, les entrepreneurs, on a des tensions, il y a des crises, toutes sortes de crises. Crise auprès de la clientèle, crise auprès des employés, crise auprès de la société. On nous dit que, bon, plein de choses. Des fournisseurs, voilà. Même l'État, l'administration administrative. L'État, il faut toujours gérer. Ah oui, l'État. On connaît très bien les impôts, les taxes, tout ça. Bon, vous connaissez. Mais vraiment, tu dis cela, je crois qu'il y en a beaucoup qui se rejoignent dans ton histoire. C'est vrai, oui, c'est bon de bosser, mais il faut aussi écouter notre corps, prendre soin de notre corps, bien s'alimenter, prendre le temps de se reposer. Comme ça, on a toujours cette énergie pour continuer. Toujours. Et là, j'ai hâte d'entendre cette histoire de rénovation. Il m'a dit qu'ils ont fait de très grosses rénovations parce que présentement, il fait extrêmement chaud ici. Si vous le voyez, bon, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Donc, on va se reposer tranquillement dans son bureau, tranquille. Et puis, on va parler de tous ces projets, comment ils ont fait pour se démarquer de la compétition. Parce que, si je comprends bien, la compétition est très féroce, surtout ici à San Pedro au niveau de l'hôtellerie. Mais ils ont quand même pu tirer leur épingle du jeu. Et j'ai hâte de savoir quelles sont leurs stratégies. C'est la fameuse deuxième case, comme il dit, qui complète les 50. Vous voyez la rondeur. Tout à l'heure, tu voulais savoir où je vivais. Oui, voilà. C'était une question que je lui ai posée hors caméra pendant qu'on marchait. Et puis je lui ai dit, mais
tu as un hôtel, en tout cas moi si j'aurais un hôtel, je me dis bon j'aurais pris une chambre là au lieu de m'acheter un appartement. Donc je vais poser la question, tu vis où? Le fait que tu as un hôtel, tu as des employés, tu as un restaurant, tu as tout. Est-ce que tu as une chambre dans ton hôtel? Est-ce que tu profites de cela quoi? Voilà la réponse. Ouais, la réponse elle est toute simple. Hein. Vous savez, comme tout à l'heure j'ai dit, l'hôtellerie ça part des parents. Ouais. Donc les parents ont vécu leurs propres expériences et donc ils essaient de nous donner, de nous transmettre pour que nous on ne puisse pas faire les mêmes erreurs. En effet. Avant, on n'habitait pas à l'hôtel, on était un peu loin de l'hôtel, donc chaque jour il fallait venir au travail, il fallait retourner à la maison au plus tard à 22 h. Et papa dans le temps, je dis papa dans le temps parce que j'ai perdu mon père en 2021, papa dans le temps il s'est rendu compte que chaque soir il y avait des fuites d'argent. C'est-à-dire que des chambres qui n'étaient pas déclarées, les employés logeaient des gens et le matin très tôt les gens partaient. Avant que tu continues, c'est une réalité. Il y en a plusieurs qui me disent Maxime, j'ai de la difficulté à déléguer parce que j'ai peur de me faire voler. Et j'ai toujours dit que la majorité des vols dans les entreprises se passent à l'interne. Ce sont les employés qui volent. Mais ce n'est pas parce que tes employés te volent que tu vas t'empêcher de déléguer et tu vas t'empêcher de mettre en place un système. Il faudrait simplement que tu contrôles davantage afin d'éviter trop de fuites, quoi. Exactement. Donc, bien sûr, ils ont mis en place un système de contrôle. Voilà. Dans ce sens-là, ils se référaient au vigile qui était censé compter les chambres chaque nuit. D'accord. Et leur donner une petite fiche chaque matin. Donc, ils sont venus vivre à l'hôtel et après, papa a dit bon, autant construire une maison là pour pouvoir rester sur place, pour pouvoir surveiller. Parce que ce qu'il faut comprendre dans l'hôtellerie de façon générale, les directeurs d'hôtel sont très souvent à l'intérieur de l'hôtel. Ouais. Pour pouvoir surveiller. Ouais. Surtout en Afrique où on a beaucoup de cash qui circulent. Ouais, beaucoup de cash. Voilà, il n'y a pas beaucoup de cartes. Hein. Voilà, il y a beaucoup donc, de cartes. Tout ici, est cash. Beaucoup de cash. Donc, on a beaucoup de points de vente. Il faut vraiment avoir un regard sur ce cash-là. Pour ne pas que voilà, il y ait des fuites. Et puis les points de vente, déjà ici, juste à l'hôtel, vous avez combien de restaurants? Combien de bars, restaurants? On a 2 restaurants. 2 restaurants. Un restaurant gastro. D'accord. Et puis un restaurant en bordure de mer. Mais on a aussi un point de vente dans le jardin parce qu'on a un bar-jardin qui est un point de vente. 3 zones de restauration sans compter la réception. Donc l'argent rentre de partout quoi. L'argent rentre de partout. Donc il faut toujours être en train de contrôler. Donc là on est en train de terminer la maison. Quand on parle de maison, vous terminez une maison qui est sur le site de l'hôtel? Oui, qui est sur le site de l'hôtel, mais juste à côté. C'est-à-dire, voilà, on a scindé un peu l'hôtel de la maison, on a pris une partie de l'hôtel. D'accord. Et donc on a installé une clôture. Ok, la clôture, on verra ça. Séparer la maison de l'hôtel. Et ça va être votre maison? Est-ce que c'est la maison qu'on voit présentement? Exactement, c'est la maison qu'on voit là, qui est en chantier là. Qui est en chantier? Qui doit se terminer dans les 6 prochains mois. D'accord. Voilà. Donc vous aurez votre maison sur le terrain. Donc voilà, à tout moment on peut venir contrôler. À tout moment, voilà, c'est plus facile à gérer quand c'est comme ça. Donc, on est dans l'une de nos salles de conférence. Il faut dire qu'ici, on est dans une ville balnéaire, mais en même temps une ville industrielle. Donc, ça fait qu'on a 2 types de clientèle. Une clientèle d'affaires et une clientèle de loisirs. Donc, la clientèle d'affaires qui sont très orientées, séminaires, sciences de travail. Il fallait faire des salles. On a 3 salles ici, donc on a une petite salle d'une capacité de 30 personnes. On a celle-là qui peut arriver à entre 50 et 80 personnes, ça dépend de la mise en place. Une grande salle en haut qui peut prendre 200 personnes. 200 personnes. Et aussi qui peut être une salle de fête aussi, donc voilà. En tout cas, je suis en train d'imaginer plein de trucs pendant que tu me dis ça. Hein. Ma prochaine conférence, c'est ça. À San Pedro, vous savez, elle sera où? Il n'y a pas de surprise? Pas de surprise, hein, ça sera à un hôtel, il n'y a rien à dire. Voilà. Le nom de l'hôtel, hein, on n'a pas parlé du nom. Le nom de l'hôtel, c'est quoi exactement? Ben, c'est fou, hein, parce que c'est tout simple, quoi. Mon nom de famille, c'est Enoblé. Enoblé, d'accord. Et mon père, comme c'est de l'hôtel, si tu veux, avant, c'était Enoblé Hôtel. Quand il a commencé à chercher le nom, il trouvait que c'était un peu long. Après, il a écrit Enotel. Aussi simple que ça. Eno Hôtel. Donc il a trouvé qu'il met Eno puis Hôtel, ça fait 2 O. Voilà. Donc il enlève, il colle. Après il dit bon le H n'a pas sa place et le deuxième O, donc il enlève, ça fait Enotel. Ton père est avant-gardiste. Non mais il est avant-gardiste, c'est incroyable. Mais tu sais que c'est incroyable parce que il y a une grande chaîne d'hôtels dans le monde qui s'appelle Enotel, qui nous ont contactés, je crois, dans les années 2018. Ils voulaient s'investir en Afrique, donc ils voulaient qu'on soit partenaire. Ils voulaient, voilà, donc on leur a dit qu'on n'était pas encore prêts, et ainsi de suite. Mais après, on s'est renseigné. Ils sont au Brésil, ils sont
C'est vraiment des hôtels balnéaires en fait, et encadrés avec le projet. Tu me parlais à quel point que il y a beaucoup d'hôtels européens à côté. Exactement. Je crois que vous étiez parmi les premiers hôtels 100% ivoiriens. 100% ivoirien. Juste nous expliquer un peu cela et comment vous avez fait pour vous différencier, sortir de l'eau, quoi. Mon père, comme je disais, qui se retrouve dans le domaine de l'hôtellerie, il prend goût et il décide de s'installer en bordure de mer. Quand tu prends toute cette ligne d'hôtels là, aujourd'hui, à commencer par le premier hôtel jusqu'au dernier, je crois que nous sommes 2 Ivoiriens. Et comment vous avez fait pour vous différencier? Parce que oui... Bon, comme je t'ai dit, mon père était très africain et très local. Si tu fais attention, tu verras que c'est des cases. Et lorsqu'on parle de cases, c'est des bungalows, voilà, dans de les gauche bungalows à droite, on a quoi. parlé, voilà, différents bungalows pour représenter un peu l'esprit du village en Afrique. C'est très bien pensé. Et donc là, c'est vraiment le côté africain qu'il a mis en avant, artistique. Et donc ça faisait un peu touristique. C'est là qu'on se différencie un peu des autres qui sont eux, qui sont très européens, qui importent des meubles. Nous, on reste vraiment africains. Il y en avait beaucoup d'Européens qui préféraient cet hôtel parce qu'ils se retrouvaient dans d'autres trucs. Contrairement à, voilà, il ne va pas venir en Afrique pour retrouver encore ce qu'il va en Europe. Justement, tu es ici parce que tu veux découvrir. On a beaucoup plus de clients européens, on avait beaucoup plus de clients européens, et c'est le cas encore aujourd'hui, on a beaucoup plus de clients européens que les autres. Vous êtes vraiment bien battu parce que si je comprends bien, ton père a ouvert l'hôtel, je crois que c'était en 99. Exactement. Et il a vécu plusieurs crises. Exactement, des grosses crises, c'est-à-dire il finit de construire en 99. Il doit faire l'ouverture le 30 décembre, le 24 décembre, coup d'État. Voilà. Toutes les réservations sont annulées. Il y a eu la crise post-électorale en 2010, où encore il y a eu de gros problèmes. Et d'où je t'ai dit, même, on a même un hôtel qui avait été assiégé même carrément par les rebelles. Imaginez-vous, parce qu'ils ont pendant des mois. Juste pour les mettre en contexte, ils ont 2 hôtels. Il y a un hôtel au centre-ville et un hôtel au bord de mer. Et l'hôtel qui est au centre-ville a été assiégé par les rebelles. Exactement. Donc vous n'avez plus accès à votre hôtel. Le base. Leur base à San Pedro, c'était votre hôtel. Donc parmi tous les hôtels qui existaient, ils ont choisi votre hôtel. Et une fois que vous avez repris l'hôtel est resté tel quel? Oh là là, c'était dégradé à 100%. On a fait intervenir un huissier. C'est ce qu'on essaie de faire en ce moment. Essayer de redonner vie à cet hôtel-là. Ça n'a pas été facile. C'est tout un défi. Donc on peut dire que vous êtes une famille guerrière. Donc là, c'est un guerrier quand même. C'est ça. On a vécu dedans, donc on sait que les parents sont toujours battus. Donc il a plein de trucs, plein de dépenses. Comment il a fait? Il a fait des prêts, de crédits. Comment ça s'est passé pour être encore là aujourd'hui alors qu'il y en a d'autres qui ont fermé? Bizarrement, quand les crises commencent, on finissait cet hôtel en bordure de mer. Donc il a dû prendre un crédit à moyen terme pour pouvoir meubler rapidement l'hôtel, parce qu'on rentre dans la période des fêtes et tout. Et donc, il y a eu le coup d'État. Donc, automatiquement, tu te retrouves face à un crédit à rembourser. C'est difficile. Les gens ne viennent plus à San Pedro. Ils sont plutôt quand on est à Abidjan ou à l'extérieur. Tout le monde a quitté même la Côte d'Ivoire, donc il n'y a plus de touristes. Mon père, c'est quelqu'un de très simple, très humble, qui vivait vraiment de ce qui rentrait. Il ne se compliquait pas la vie. Et même malgré sa bonne volonté, il a dû accumuler quand même des dettes. Il a dû accumuler des dettes avec le crédit d'abord, qui cumulait des intérêts très importants. On a eu des fournisseurs qu'il avait gérés directement, qu'il fallait régler. Il y a le personnel. Au niveau des impôts aussi, il y a eu aussi ce problème-là parce que les impôts, malgré le fait qu'il y avait la crise, il devait continuer à payer. Oui, mais c'est pas... Il n'y a pas eu de pause. Il n'y a pas de pause. Ils ont calculé, c'est quelque chose. Alors il négociait avec les créanciers. Toujours, même avec les créanciers, exactement. Les entrepreneurs, oui, on passe à travers des crises, on passe à travers des moments difficiles. Ça arrive à tout le monde. Il faut arrêter de se dire, bon, moi mes affaires vont bien, puis au final, tu es cassé, tu es sans dessous, et tu as des dettes partout. Ce que tu fais, c'est que tu dois négocier avec tes créanciers. Négocier avec eux, parle-leur, dis-leur, voici la situation et voici comment ça va s'améliorer. J'imagine qu'il avait un discours assez positif. Très positif. C'est ça. Il a toujours eu ce genre de discours. C'est lui-même qui a motivé, peut-être que j'ai oublié de te dire ça, c'est lui qui a motivé un peu tous les autres qui sont venus après à augmenter la capacité de leurs hébergements parce qu'il avait une vision de recevoir des grands groupes dans cette ville. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a toujours eu ce discours-là. J'imagine qu'auparavant, les autres hôtels étaient à moins 50 puisque vous avez un hôtel de 50 chambres. Et puis eux, à côté, ils avaient combien de chambres? Une dizaine, généralement les hôtels tenaient autour d'une dizaine de chambres. Donc une dizaine de chambres. Là, ils se sont dit, attends, si un hôtel, ils sont capables d'avoir 50 chambres, pourquoi pas nous quoi? Non, pas directement, ils ne se sont pas dit ça, ils avaient toujours peur. Il fallait maintenant, lui, parce que mon père, il était le président de la fédération des hôteliers du Bassa-Sandra, de San Pedro, de la région de San Pedro. D'accord. Et donc, il partait les motiver, il a créé l'association, il les motivait pour dire non, mais vous avez 10 chambres, c'est bien, mais il faut plus de chambres parce que
avec plus de chambres, on peut attirer des grands groupes. Au moment qu'on se parle, on a un groupe de 230. 230 personnes qui sont là. 230 personnes qui sont là. Voilà, donc c'est certain que vous, avec 50 chambres, vous pouvez en accueillir 50. 50, mais le reste. Le reste, c'est où? Voilà, donc c'était ça. Donc on se dirige où? Là, on se retrouve sur le restaurant de la plage, appelé Clamant Beach. Comme je disais, quand je suis arrivé, mes clients, avant il n'y avait rien ici. D'accord. Donc mes clients en fait n'avaient rien pour se recueillir en bordure de mer. Ils avaient besoin de toucher la mer. Voilà. Je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Je fais un truc, mais je fais un truc différent. Et si tu vois un peu à côté, tu vois un peu le style. Oui, je vois. Voilà, c'est pas pareil. Moi je dis non, moi je veux faire un truc qui sort de l'ordinaire, donc je réfléchis, et puis je commence à monter le projet doucement. Le soir, ça devient un beach club. D'accord. Ça devient voilà, un lunch beach. Voilà. Avec la musique, mettez la musique, le monde relax et tout. Nice. Et en même temps, ici, il y a un restaurant, il y a la cuisine, donc on peut la propre restauration, la propre cuisine. Bon, voilà, c'est bien. Et tu viens le soir en bordure de mer. On reste jusqu'à tard la nuit. Hein. Jusqu'à quelle heure environ? Généralement, en semaine, c'est jusqu'à minuit, mais les week-ends, ça va. X heures. Ça va. Magnifique plage. Est-ce que vous avez accueilli des grandes organisations ici? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'espace. Il y a un groupe de 230 personnes qui sont là, il y a un autre groupe aussi qui sont là-bas, il y a des salles de location en haut, en bas, à gauche, à droite. Et là, je vois, il y a tellement d'espace ici. Oui, c'est vrai, c'est bon de célébrer, mais est-ce que vous avez accueilli vraiment de grandes organisations ici? Bien sûr. Je peux citer déjà même sur 2-3 années, on a travaillé avec le comité d'organisation des Miss Côte d'Ivoire, qui faisait ici les soirées privées. Aussi, pendant la CAN, on a accueilli la CAF, la Confédération africaine de football, qui organisait la CAN. Oh, carrément. Ici? À San Pedro, c'est eux qui étaient ici, au fait. Magnifique. Tous les matchs de tous les autres équipes, on les projetait ici. Nice. C'était rempli de monde. Ça, c'est l'écran qui est là-bas. Voilà, l'écran, on rachetait encore d'autres écrans. J'aurais bien pris un verre avec toi, mais on est en train de travailler. On ne peut pas. En caméra, on prend un verre. Voilà, vous avez entendu. Notre fameuse visite tire à sa fin. Il faisait tellement chaud à l'extérieur qu'on a décidé de se poser dans son bureau. À la clim, on est bien, on est tranquille. Dans le bureau de la direction, c'est là que tout se gère, c'est là que tout se brasse. Et parlant d'argent, j'ai l'impression que vous avez beaucoup investi, surtout au niveau des rénovations, parce que, bon, on voit des gens qui travaillent encore, qui sont en train de rénover, qui sont en train de construire. Comment s'est passé les rénovations? Est-ce que c'est à toutes les années que vous rénovez? Vous avez fait un boom pendant un certain moment et là vous relaxez? Après les crises et tout, j'ai ma soeur qui me dévance. Et moi, quand j'arrive en 2018, je propose qu'on aille sur un financement. Et tout de suite, les parents, avec l'expérience du coup d'État, avec le crédit qui s'est accumulé, ils n'étaient plus partants pour ce genre de financement. Donc, il fallait les convaincre et puis chose. Donc, ce qu'on fait, on va doucement. D'abord, j'ai investi personnellement pour leur montrer qu'il y a du potentiel. Tu as investi en faisant quoi? Tu as investi en donnant de l'argent comme ça ou non. Concrètement? Bon, bien sûr, c'est ça. C'est-à-dire, genre, avec mes économies, puisque je leur parlais d'un projet de rénovation auquel ils ne croyaient pas vraiment. En fait. Moi, je disais qu'il fallait rafraîchir les chambres et racheter du moderne dedans. D'accord. Et on allait brasser plus de clients. Parce que quand je longeais toute la ligne des hôtels, là, je voyais des clients à chaque hôtel. En fait, ils me disaient qu'il y avait... Chaque hôtel avait sa clientèle. Je dis, moi, je ne crois pas en ce concept. Et donc là, j'ai dû prendre mes propres moyens, mes propres fonds pour faire les premières rénovations de certaines chambres. D'accord. Et là, tout de suite, c'était les chambres les plus prisées. Et là, ils ont dit, waouh, ils ont cru au projet. Donc concrètement, tu as mis de l'argent dans tes poches. Ouais. Tu as rénové les chambres pour leur montrer que, regardez, concrètement, si ça fonctionne, alors mon concept que je vous dis de tout rénover peut fonctionner. Et là, ça a fonctionné. Et les chambres que tu as rénovées de tes moyens, de tes économies. Exactement. Et ce sont les chambres qui étaient le plus en demande. Wow. Est-ce que vous entendez ça, les entrepreneurs? En plus, on a augmenté le prix, donc elle rapportait encore plus. Ces chambres-là. Et c'est un point très important que tu as mis sur la table parce que, bon, parfois, je coach des entrepreneurs qui sont en partenariat avec d'autres associés, qui se disent, justement, je me rappelle qu'il y en avait un qui était en partenariat dans un salon de coiffure.
Il voulait investir dans le salon de coiffure, absolument tout changer, les équipements, moderniser le salon. Ses partenaires n'y croyaient pas. Ils croyaient pas, ouais. Et je lui disais, mais fais-le, toi tu peux le faire. Il me disait, non, le salon de coiffure ne porte pas mon nom, alors je ne vais pas le faire. Oui, j'ai des parts dans l'entreprise. Et pourtant, s'il aurait agi comme toi, s'il aurait sorti de l'argent de ses poches, il aurait montré à ses partenaires, regardez, ça fonctionne. Parlons un peu de financement. Je coach beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique. Et c'est un point qu'ils me disent souvent, Maxime, ici c'est très compliqué le financement. Et là, tout d'un coup, tu nous parles de toi, microfinancement, tu es allé les voir, ils t'ont prêté de l'argent. C'est quoi? C'est aussi simple que ça ou il y a quand même certaines démarches pour avoir du financement tel qu'ici en Côte d'Ivoire? Bon, en Côte d'Ivoire, c'est pas assez compliqué quand tu es en activité avec les microfinances. Parce que les microfinances, elles prennent plus de risques que les banques commerciales. Mais à la différence, elles ont un taux d'intérêt plus important. D'accord. C'est-à-dire qui vont au-delà de 20%. D'accord. Voilà, donc c'est du court terme. D'accord. Et c'est quoi les critères qu'ils demandent? Tu dois déjà être en business? Ouais, il faut être en business, il faut que tu aies les preuves que le business génère du cash tous les jours. Voilà. Et une fois qu'ils ont les éléments, ils essaient d'avoir des chiffres sur 6 ou 1 an. Voilà. Tu leur montres un peu. C'est bien de le mentionner parce qu'encore une fois, il y en a parfois qui viennent me voir, qui me disent Maxime, je veux avoir du financement, c'est très compliqué. Je leur dis, regarde, la première étape, avant de penser financement, avant de penser à ce qu'on puisse te prêter de l'argent, lance ton entreprise, Exactement. Génère de l'argent, montre que voilà, ça fonctionne. Et là, on va injecter plus. Mais souvent, les gens se disent, regardez, j'ai une idée en tête, j'ai une idée sur papier, financez-moi. Oubliez ça. Avec votre fameux plan d'affaires. J'ai rédigé un plan d'affaires, financez-moi. Ça ne fonctionne pas comme ça, la vraie vie. Non. Regardez son père. Il s'est lancé avec le peu de moyens qu'il avait. Il a grandi. Il est passé à travers plusieurs épreuves. Malgré ça, on peut voir qu'il y a une activité qui est en mouvement, qui est en marche. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'il pouvait aller chercher du financement. Il faut que tu te lances. C'est la base. Et là, maintenant, je lui ai parlé du grand projet. Je lui ai dit, il faut qu'on attaque le gros projet. Il faut rénover tous les établissements. Et là, ça demande beaucoup de sous. Et tous les établissements, on parle de combien d'établissements? On parle de 2 établissements. De combien de chambres? On avait 3, mais on a cédé un pour gérer les problèmes dont tu parlais tout à l'heure. Et il nous reste 2 établissements de 50 chambres chacun. D'accord. Excellent. Voilà. Donc vous avez 100 chambres au total? Exactement. Et le méga projet, c'était de rénover les 100 chambres? Les 100 chambres. Waouh, ça demande du cash. Ça demande énormément de cash. Et maintenant, on devenait plus crédible vis-à-vis des banques commerciales qui sont très. Elles, par contre, en termes de procédures, elles sont plus strictes. Ah, c'est normal. Elles sont plus strictes, elles sont très regardantes. Voilà, il fallait donc, moi, de mon expérience de financier, j'ai dû reconstituer la comptabilité sur 3 années, démontrer que l'activité est rentable. Voilà. Et là, maintenant, j'ai monté un business plan. Là, maintenant, le business plan, c'est là que le business plan a le sens, fait de sens, mais pas au début. Voilà. Il faut que tu aies des chiffres. Hein. Avec les chiffres, et j'ai fait une projection. Mais avec la canne, avec la route qui devait être reprise et tout, donc ça facilitait. Et ils voyaient que tout, il y avait l'opportunité. C'est la route d'Abidjan à San Pedro. Parce que ça, il faut le mentionner. Ouais, parce qu'auparavant, c'était inaccessible de passer d'Abidjan à San Pedro. Il fallait faire 10 heures de route minimum. 10 heures de route. Et très, très difficile, avec toutes sortes de coups battus quand vous arrivez. Ouais. Il fallait, donc c'était un truc décisif, il fallait aussi saisir cette opportunité-là, parce que c'est très important, saisir les opportunités au bon moment. Et donc j'ai surfé aussi sur cette vague-là pour dire que non, on a aussi besoin, il y a la canne qui arrive, on a besoin d'héberger les gens et tout, c'est une opportunité à saisir. C'est quand même, depuis le début, on est resté fidèle à une banque qui nous a vu évoluer, qui nous a vu dans la difficulté, qui nous a vu donc, qui nous connaît mieux. L'importance de bâtir une relation d'affaires avec les banques, c'est très important ça. En tout cas, pour avoir un bon financement, il faut avoir une bonne relation avec ta banque. Sinon, c'est eux-mêmes qui ont pris le dossier à bras le corps et qui ont posé sur la table. Parce qu'on sortait de la pandémie à coronavirus. Et les gens n'investissaient plus dans le domaine du tourisme parce que ça avait eu des grosses difficultés partout dans le monde. Après la crise à coronavirus, demander un financement, c'était compliqué. Donc s'il n'y avait pas cet appui-là de nos banquiers cet appui, cette relation, et je vais rebondir là-dessus encore, parce que plusieurs, tu le sais, c'est une réalité, n'ont pas de compte de banque, ne veulent pas avoir de compte de banque, s'éloignent de ce système. Et ce sont des entrepreneurs qui se disent, bon, moi, je ne veux pas toucher à ça, tout le cash que je fais, on parle bien sûr de plusieurs pays d'Afrique, je le garde cash. Je le garde chez moi, je le garde sous mon lit, je le garde sur une pierre. Bon, ils ont toutes leur manière de le cacher. Exactement. Mais en agissant comme ça, ils risquent de rester toujours petits. Ils ne pourront pas nécessairement avoir du financement externe pour grandir. Moi, je pense qu'il ne faut pas fuir le risque. Moi, je pense que le risque, c'est quelque chose qu'il faut affronter. Il faut savoir le gérer. Il faut savoir le gérer. C'est juste pour gérer le risque. Il ne faut pas avoir peur pour partir. Non, si le risque est là, tu l'as identifié. Il faut voir comment tu arrives
à le gérer, comment tu arrives à le contourner. Ouais. Tout ça fait en sorte que les banques se sont dit, OK, on embarque dans le projet, c'est une opportunité. Là, ils vous financent. On fait quoi avec l'argent? On savait qu'est-ce qu'on voulait exactement faire. On voulait garder d'abord, je dis, l'esprit de l'hôtel. Comme je disais tout à l'heure, on a un village hôtel, mais on voulait le rendre un peu plus moderne. Parce qu'il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, la zone touristique où on est en ce moment, c'était la zone la plus prisée. À la sortie de la crise, à coronavirus, comme on ne pouvait plus sortir de la Côte d'Ivoire, les gens commençaient à faire le tourisme intérieur. Ah, carrément. Et donc finalement, ça a encore facilité encore les autres. Finalement, il y avait toutes les opportunités là, quoi. Il fallait juste saisir l'opportunité. On a eu des difficultés. Je ne sais pas si je veux que je les énumère là. Bon, difficulté à quel niveau? Difficulté au niveau des... Au niveau de la réalisation même du projet. De la rénovation? Du choix de l'entrepreneur. Et moi, je conseille à ceux qui se lancent dans les projets de rénovation ou de construction de s'entourer des professionnels. Même quand tu choisis une entreprise qui est son métier de construire ou de rénover, il faut toujours de ton côté avoir des professionnels du secteur qui vont te guider, qui vont te donner des bonnes informations pour pouvoir contrôler ces entreprises-là. Et nous, on avait fait cette erreur au départ. Notre projet devait se réaliser sur une année, toute l'année 2023, parce que la CAN commençait en janvier 2024. Ouais. Et il se trouve que pendant 6 mois, on n'avait pas bougé d'un iota, en fait. Okay. Donc on avait dépensé... Donc c'est la même réalité ici en Côte d'Ivoire. Ouais. Parce que j'ai vécu la même chose aussi au Canada. Lorsque j'ouvrais mon restaurant, j'ai dû faire affaire auprès de 5 compagnies différentes. Il y en a qui m'ont volé, il y en a qui ne se présentaient pas, il y en a qui étaient des incompétents. J'ai tellement d'histoires. Non, c'est des cauchemars, vraiment. Et comment est-ce que vous avez fait pour passer à travers ce challenge? Donc, comme je disais, au bout de 6 mois, moi j'étais absent sur cette période-là. Donc, quand je reviens, je me rends compte que ça n'avance pas. On a des défis qui arrivent. On fait un point que, donc nous maintenant, on s'entoure maintenant des professionnels. Ouais. Qui me disent non, voilà comment ça devait se faire et tout. Donc là maintenant, face à ces professionnels-là, l'entreprise en question n'arrivait plus à suivre en fait. Donc, est-ce que vous avez vécu une situation où il vous manquait de l'argent dans le processus de construction ou sinon, bon, hein, vous avez donné une partie de l'argent et vous en restez encore pour l'autre compagnie? Comment vous avez fait cela? On avait donné une partie de l'argent, je dirais même la moitié de l'argent déjà, et ils n'avaient pas fait grand chose. Donc avec les professionnels qui sont arrivés autour de nous, ils ont essayé plus ou moins de les amener à faire quelque chose. Donc ils ont quand même pu les faire travailler sur une partie du projet pour qu'ils arrivent à dépenser l'argent qu'ils avaient déjà reçu parce que c'était trop facile de disparaître du projet avec tout cet argent. Est-ce que c'est possible de dire à peu près combien d'argent que vous avez investi ou sinon que vous avez donné à cette compagnie et qui ensuite, bon, qu'ils ont disparu dans la nature? En France CFA, ça fait 250 millions. Quoi. 250 millions? Ouais. Donc là, on est à 500 000 $ environ. Ouais, 500 000 $. Ouais. Et il faut savoir aussi que le projet a évolué au cours de la réalisation du projet. Au départ, on était, j'ai plutôt les chiffres en tête, mais je dis n'importe quoi. Si on avait un projet de peut-être $1 million, avec ce qu'on rencontre dans l'exécution, et puis aussi on se dit, mais finalement, on avait scindé le projet en 2-3 parties. On a dit on allait faire une autre partie après. On se voit que si on ne fait pas cette partie, ça aura un impact sur la partie qui est déjà en ce moment. Il y a aussi le financement fournisseur qui est très intéressant. Ah, c'est très intéressant. Les fournisseurs, on peut les payer mensuellement. Ils sont intérêts, tu vois. Donc, tu prends des marchandises et tu négocies sur une longue durée. Surtout dans cette période de construction, on a passé des nuits blanches. Parce que l'hôtel fonctionnait pendant qu'on faisait la rénovation. Ou du moins, on ne peut pas se donner le luxe de fermer. Non, on a besoin de liquidité, on a besoin de financer. Comme j'ai parlé de l'autofinancement d'une certaine partie, si on n'avait pas fonctionné, on ne pourrait pas le faire. Mais je te signale que lorsqu'on finissait un quartier, on avait déjà vendu le quartier avant même que le quartier soit fini. Donc, c'est pendant la nuit de la veille de l'occupation qu'on met les dernières installations jusqu'à ce que les clients arrivent. Et on déposait les derniers objets. Donc, les clients avaient déjà réservé la chambre, tout était prêt. Ben, tout devait être prêt. Et vous étiez en train de balayer encore avant qu'ils arrivent. Mettre des senteurs et tout. Donc on n'avait pas le temps d'attendre une journée. Non, c'est à la minute même. Time is money. On ne peut pas rater 24 heures comme ça. Parce que quand on commence les rénovations, on avait retrouvé la notoriété, donc on était demandé. Et pendant les rénovations, on a eu la chance d'accueillir la Fédération ivoirienne de football, les éléphants de Côte d'Ivoire. Ceux qui ont gagné les champions. Les champions, exactement, lors de leur dernier match d'élimination de la Coupe d'Afrique. Et ça, c'était en septembre. En pleine rénovation, ils étaient là. Et ils ont dit, non, il faut qu'on fasse notre préparation pour la CAN ici.
Ah, carrément, c'est ici qu'ils ont fait la préparation. Exactement, c'est là qu'ils ont fait la préparation. Et quand on parle de préparation, c'est quoi la préparation? La préparation, c'est avant la CAN, ils se regroupent, ils font les entraînements. C'est là que le coach définit la stratégie pour la compétition. Et ça s'est fait tout ici? Tout s'est fait ici. Ah, donc c'est une place bénie ici. Hein? Ouais, c'est une place bénie, c'est là, monsieur. C'est pour ça qu'ils reviennent nous saluer bientôt avec leur coupe. Donc quand ils reviennent en janvier et ils voient un nouvel hôtel, ils deviennent fous. Ils disent, mais attends, mais on est où là? C'est incroyable. Comment vous avez fait? C'était en septembre qu'ils s'étaient venus. Ils sont venus en septembre, mi-septembre, et ils reviennent quelques mois après. Octobre, novembre, décembre, 3 mois plus tard. Et tout a changé, ils viennent dire, mais c'est pas possible. On parle de la CAF, on parle de Miss Côte d'Ivoire. Ouais. On parle maintenant des éléphants qui sont là, donc des grosses organisations. Aujourd'hui, on voit, sans dire le nom de la société, d'une grosse société qui sont là. Donc, je vois tout ça. On peut dire que vous êtes un des hôtels, c'est pas les plus respectés dans la région, quoi. Notre objectif, c'est vraiment d'être l'hôtel leader dans la région. Et voilà, donc aujourd'hui, on se repositionne. Avec un entrepreneur comme Christian derrière cet hôtel, et puis il n'est pas seul. Hein. Oui, je suis pas seul. Avec aussi sa soeur. Avec ma soeur, avec mon frère. Avec son frère. Il y a maman qui est là aussi, maman est toujours là. Une entreprise familiale, une vision sur le long terme. Et ça, souvent, les entrepreneurs ont de la difficulté avec ça. S'ils n'ont pas de résultats sur le court terme, ils arrêtent. S'ils rencontrent un défi, une crise, un coup d'État, peu importe, parfois c'est un peu un coup d'État, parfois c'est un coup d'État, bon disons à l'interne, il y a le partenaire qui veut faire de quoi. Les amis, prenons exemple sur cette famille. Chapeau, félicitations. Et je sais qu'éventuellement vous serez les leaders de votre marché, non seulement ici et pourquoi pas à l'international. Et vous qui écoutez cette vidéo, prenez exemple sur Christian. Il y a tellement de leçons qu'il nous a transmises, que ce soit au niveau de la gestion des finances, que ce soit au niveau de la vision à avoir, que ce soit des stratégies à trouver lorsqu'il y a des soucis, lorsqu'il y a des problèmes. Il y a tellement d'informations. On va essayer maintenant de réécouter cette vidéo. Prenez le temps de réécouter la vidéo, prenez des notes et bien sûr, c'est bon tout ça. Mais si vous passez à San Pedro, venez le rencontrer, vous savez qui il est. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un de très accessible, très humble, relax, malgré que bon, il est en charge de très grosses structures, on peut le parler, les employés passent, oui bonjour patron, bonjour boss, donc ils ont vraiment une très bonne relation. Tout à l'heure, il y en a un qui est rentré comme si il était chez lui. Chez lui, dans le bureau. Il me dit, mais c'est comme ça, quoi. J'ai une très bonne relation avec mon staff. Donc le côté humain, on peut le voir et je l'ai constaté. Merci encore pour ton temps. Je sais que ton temps est très précieux. Tu as eu plusieurs rencontres pendant que j'étais avec toi. Je ne vais pas prendre plus de ton temps par contre parce que bon, tu es un entrepreneur et il faut que tu ailles gérer ton staff. Il faut bien sûr que tu ailles voir si le cash rentre correctement, s'il n'y a pas de fuite d'argent. Merci encore. Et je te dirai la prochaine fois que je passe en Côte d'Ivoire, je vais directement à San Pedro et je vais m'arranger pour dormir dans la plus belle suite que vous avez. Merci, c'est très apprécié. Merci en tout cas Maxime et puis bon retour. Yes, on est ensemble frère. Merci. On est présentement à la base, pas n'importe quelle base. Je ne sais pas si vous vous rappelez lorsque Christian nous disait qu'il y a un de leurs hôtels qui avait été la base de rebelles. C'est cet hôtel qui est en plein milieu du centre-ville. Donc lorsqu'ils ont quitté la place, ils ont détruit la place. Donc ils sont en pleine rénovation, ils sont en train de tout refaire pour que ça soit presque au même standard de l'hôtel qu'on a vu. Mais pour ça, ça demande du temps et bien sûr de l'investissement. Et bien sûr, donner de la force à Enotel parce qu'il y a toute une vision derrière, il y a une passion et surtout une famille qui se tient et qui se bat. Hein, ça, il faut mettre l'emphase dessus parce qu'il faut être fier. Et puis bien sûr, ça c'est un exemple, surtout lorsqu'ils prennent des artisans locaux, donc ils ont cette fierté derrière leur travail et il faut simplement encourager, quoi.
Nous sommes présentement au marché de Marcory, ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On a une mission, Mariam et moi, ça serait de dépenser 5 000 francs. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 5 000 francs ici à Abidjan? On dit, en tout cas, il y a une histoire qui dit que, bon, ici, le coût de la vie est très élevé. Mais nous croyons, surtout avec ce talent de négociatrice, qu'on peut vraiment avoir un très bon repas avec 5 000 francs. On verra. Alors accompagnez-nous dans cette belle aventure. On vient d'avoir un poisson fumé à 1 000 francs, ce qui sous-entend qu'il nous reste 4 000 francs. C'est notre premier achat. Mais le plus important, ce sont les protéines. C'est pour ça, regardez ce magnifique poisson à 1 000 francs. On vient d'avoir ce magnifique sac de riz pour 700. Quand même, il y en a beaucoup, quoi. Avec ça, tu peux... Tu as quoi, 4-5 personnes qui peuvent manger avec ça? Donc présentement, on a déjà pris du poisson. On va prendre encore d'autres protéines. On va prendre des crevettes. Des crevettes, c'est comment? Des crevettes fumées, des crevettes cuites? Crevettes fumées. Crevettes fumées. Directement, on peut les manger? Oui, on peut manger. Magnifique. Et puis, on vient d'avoir des oignons à 200. Magnifique. Elles, c'est des très bonnes vendeuses. Voilà, non, elles sont magnifiques avec un très beau sourire. Elles nous ont vendu, hein? 200, 500, il nous reste encore beaucoup dans notre budget. On veut cadeau. Ils veulent un cadeau, mais on a un budget très serré, quoi. On a seulement 5 000. Hein. Okay. On verra lorsqu'on va repasser. Donc, on vient de prendre, si vous voyez, dans le sac, il y a des tomates à 200. Et également aussi du piment. J'aime le piment. Vous savez, lorsque vous cuisinez, lorsque vous mangez, vous avez besoin de piment dans votre vie. C'est ça qui fait en sorte que vous êtes encore en vie, quoi. Voilà. Donc, piment 200, tomate 200. Vous savez, c'est quoi ça? Ça, c'est des aubergines. Donc, on vient de prendre pour 500 d'aubergines. Pour ceux qui n'aiment pas les légumes, vous savez à quel point les légumes, c'est important. Personnellement, j'aime beaucoup manger des légumes. C'est pourquoi il faut avoir une belle variété. Et là, maintenant, on a pour 500 d'aubergines. Il nous reste encore beaucoup dans notre budget. Je crois que ici à Abidjan, on peut bien manger avec 5 000. Hein. C'est quoi exactement ça? C'est Acmi. Comment? Acmi. Acmi? Acmi. Bon, c'est Ac quelque chose? Acmi. Acmi. Bon, vous avez compris, non? Voilà. Ce sont des graines pour assaisonner. On a pris ça à 100 francs. On se gratte la tête. On va prendre quoi encore avec 1600 francs? Est-ce que tu as de l'huile? Est-ce que tu as... Oui, je vais prendre un peu d'huile rouge. Un peu d'huile rouge? Ou peut-être de l'huile normale. L'huile normale, on va prendre... On va improviser, vous savez, bon, 5 000 c'est beaucoup, hein. Lorsque vous allez dans les bonnes places, c'est Mariam qui m'a référé cette place, elle m'a dit, tu vas au marché de Marcory, tu vas trouver des bons deals. Donc nous sommes en train de prendre des pommes de terre. Je lui ai dit, on prend des patates, elle m'a dit, des patates, c'est quoi ça, des patates? Elle m'a dit que les jaunes sont beaucoup plus goûteux. Donc 600 francs pour les patates jaunes très goûteux. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est dimanche, donc il n'y a pas trop de monde, c'est magnifique. On peut se promener, on peut circuler, c'est relax, c'est tranquille. C'est pas comme dans d'autres marchés où là, il faut que tu te battes. Et bien sûr, si on serait venu un samedi ou une autre journée, ça serait autre chose, quoi. Donc on vient d'avoir pour 200, on prend des gambos, hein, un très bon légume. On peut mariner cela, le mettre dans une bonne soupe, c'est magnifique, c'est bon pour la santé. En tant qu'entrepreneur, vous savez, on a besoin d'énergie et c'est pourquoi il faut bien s'alimenter. Adjovan, c'est quoi ça, adjovan? Poisson pourri. Le poisson pourri? On dit poisson pourri? Poisson fermenté. Poisson fermenté, hein. C'est comme du fromage fermenté, mais là, on va prendre du poisson fermenté. Bon voilà, on apprend, donc on met ça dans la sauce, ça va assaisonner le tout. Parce que bien sûr, hein, c'est pas juste, on mange ça sec. Il faut que ça soit bien moelleux dans la bouche, il faut que ça soit, voilà, goûteux, quoi. Vous savez, lorsqu'on cuisine, il y a un élément qui est très important pour apporter du goût, pour apporter, voilà, quoi, une saveur. C'est de la lime. Donc, c'est pourquoi on a pris de la lime pour 200. C'est quand même énorme, hein, 5 000. Vraiment, franchement, ça va être chaud, mais on va être capable de le dépasser au complet. Comme vous savez, toute bonne chose a une fin. On se demandait qu'est-ce qu'on allait prendre. Et la meilleure chose, bien sûr, c'est
On a pris des légumes, on a pris des protéines, on a pris du poisson, on a pris des crevettes. Et il nous fallait, pour compléter le tout, des fruits. C'est pourquoi, pour terminer les 300 qu'on avait, on a pris 3 belles mangues à 100 francs chacune. Donc pour ceux qui disent que Abidjan c'est cher, vous devez aller aux bonnes places pour trouver les bons deals. Et bien sûr, avoir la bonne personne pour bien négocier. Et Mariam, elle s'est quand même bien débrouillée, hein? Maintenant dans le Alcozone, c'est M. Alexandre Alcomar qui a ouvert cette salle privée. C'est un professionnel en fitness. Je l'ai rencontré à Abidjan il y a 5 ans de ça. Il habitait auparavant à Montréal, donc il est venu ici à Abidjan ouvrir une salle de sport pour aider justement ceux qui veulent être en bonne santé et bien sûr avoir le bon entraînement. Et c'est un professionnel. Il aime ça, il est passionné. Et bon, je lui ai dit que j'étais en ville, ça serait bien qu'on se rencontre. Il m'a dit pourquoi ne pas passer à ma salle privée. Et c'est ce que je fais, en attendant que je crois qu'il est en train de terminer un cours. Et je devais même venir m'entraîner ici. Pourquoi pas? Donc à ma prochaine visite, mon prochain voyage, je serai des vôtres. Oui, je serai au Alcozone, c'est vraiment nice. Je crois qu'ici, on sue beaucoup, on travaille énormément. Et vous savez, en tant qu'entrepreneur, il faut qu'on soit en santé, il faut qu'on soit en forme. C'est pourquoi qu'il faut aller aux bonnes places. Alors, si vous êtes à Abidjan, vous savez où vous devez être. C'est ici, au Alcozone. J'ai couru après lui pour le rencontrer parce qu'à toutes les fois que je vais à Abidjan, je prends toujours le temps, bien sûr, de m'asseoir avec Alexandre, un entrepreneur que je respecte énormément. Parce que, bon, hein, c'est pas aussi facile que ça de se lancer dans le milieu dans lequel il est. Je ne veux pas trop en dire parce que je voudrais quand même qu'il se présente. Je suis beaucoup dans le domaine du sport. On va commencer déjà par ce qu'on voit sur mon t-shirt Jeux 5 km qui est une communauté de coureurs que j'ai lancée pendant le Covid. D'accord. Et l'objectif était de courir 5 km au sein de l'université, brûler assez de calories. Après ça, faire des exercices de renforcement musculaire, poids du corps. On termine avec des abdos, des étirements et puis bon, chacun rentre chez lui. Au moins, tu sais que tu as vraiment brûlé le max de calories de la semaine et puis voilà, c'est reparti. Excellent. Donc, tu dis, avant, ça a commencé durant le Covid. Est-ce qu'auparavant, tu étais en affaires ou au Canada, à Montréal, oui. À Montréal, oui. Dans quel domaine? Toujours dans le sport. Toujours dans le sport. Ouais. Ça fait combien d'années environ que tu es en business? 2013. 2013, hey, franchement. Avec mon cousin Eric Martel Baweli, champion canadien, poids lourd. Et je crois que c'est la combinaison parfaite parce que bon, je parle beaucoup aux entrepreneurs l'importance de prendre soin de soi, mais il faut qu'on parle aussi de la salle privée dans laquelle je me retrouve. Elle est quand même magnifique. Merci. Lorsque tu m'as invité ici, je ne m'attendais pas à ça. C'est très cosy, c'est très chaleureux. On arrive, on sent qu'on est dans un resort. Hein. On a l'impression qu'on est sur une plage et on s'entraîne. C'est mon impression. Parle-nous un peu de cette salle. Alcozone, c'est, moi je l'appelle un laboratoire sportif, salle de transformation. Quand tu viens ici, c'est parce que tu as un objectif. Tu veux transformer ton corps, mais c'est beaucoup ciel ouvert. Nice. Et on fait uniquement du coaching privé. Donc c'est pas une salle conventionnelle où tu rentres, tu t'abonnes, tu viens comme tu veux. Non, en fait, on va dire que c'est comme une clinique ce rendez-vous. Ok, clinique ce rendez-vous parce que ça c'est un point. Pourquoi je dis que c'est un domaine quand même assez complexe. Ici à Abidjan, il y a des très grosses salles de sport. Oui, il y en a. Donc tu es très courageux pour rentrer en compétition avec eux. Alors la véritable question en tant qu'entrepreneur, comment fais-tu pour te différencier? En fait, je ne dirais pas que je suis rentré en compétition parce qu'on ne fait pas la même chose. Okay. Moi, j'ai voulu avoir un concept différent de coaching privé uniquement. Plus cosy. Quand tu viens ici, tu te sens chez toi. Tu as un bon rapport avec le personnel, les coachs et tout. Et on a mis l'accent aussi sur le matériel parce que j'ai tout fait venir de Montréal. C'est ça le gros problème aussi. Comment faire venir les affaires du Canada, la logistique. Ok, tu as tout fait venir de l'extérieur. Même le tapis sur lequel on est là. Oh, wow, ok, c'est tout un défi. Hein. Exactement. Et c'est ce qui est compliqué parce qu'il y a la logistique, la douane, tout ça, mais en même temps, plus tu prends du matériel de qualité, tu es sûr que ça va durer longtemps. Tu ne seras pas dans des soucis de réparer à chaque fois. Et puis en plus, avec la garantie là-bas, ça devient compliqué. Je crois que plusieurs entrepreneurs doivent comprendre cela. Souvent, on rentre en business et on veut être le meilleur. Puis, bon, moi-même, je prêche cela, devenir le meilleur, être au top de son marché. Juste sors quelque chose de différent. Créer une nouvelle catégorie. Et c'est comme ça que tu vas dominer ton marché, c'est comme ça que tu vas te différencier. Et même lorsque tu as des challenges tels que lui, au niveau de la logistique pour amener son matériel, en tant qu'entrepreneur, vous savez,
on apporte des solutions à des problèmes. Et lorsque tu règles correctement ces problèmes, c'est comme ça que tu es payé. Donc là, une fois que tu t'es dit, moi je fais du coaching privé, comment est-ce que tu as fait pour attirer cette clientèle? Déjà on est parti du Covid. Et après, je me suis dit, pourquoi pas faire une salle, faisant un business, c'est parti de là. Et de bouche à oreille, les gens ils ont aimé le concept. Là, 90% de nos clients, ce sont des femmes. D'accord. Et ouais, parce que il y a des femmes qui aiment venir ici parce qu'il y a moins de personnes en fait. Il y a moins de gens. Souvent, elles vont dans les salles de sport, elles ont les yeux sur elles, elles ne sont pas à l'aise ici. C'est ton coach et toi. Imaginez-vous, il a commencé par lui-même, c'est sa passion, l'entraînement. Toi aussi, tu as une passion, tu as un don en quelque part. Il y a des gens qui te disent, tu es bon là-dedans, qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu te dis, bon, c'est naturel pour moi, je ne fais rien avec ça? Ou tu agis comme Alexandre Alcomar qui se dit, mais si les gens me disent, mais nous aussi, on aimerait ça s'entraîner avec toi, et pourquoi ne pas rendre cette activité lucrative? Et là, aujourd'hui, regardez ce qu'il a fait, c'est magnifique. Donc, tu fais ça, tu fais que ça? Je suis aussi dans d'autres domaines, par exemple en Côte d'Ivoire, dans l'agriculture. D'accord. Ouais, bah, je ne communique pas dessus, mais ouais, dans le poivre, pisciculture. Et là, je travaille à distance au Canada. Donc, félicitations, c'est très inspirant. Merci, ça fait plaisir. Et puis bon, prochainement, je viendrai m'entraîner ici. Il n'y a que des femmes, alors je vais rester à l'écart. On a 10% d'hommes, donc bon, ça va. Mais bon, je pense que tu n'en as pas besoin, là. Tu es déjà... Bon, on suit son exemple. Hein. Merci encore, frère. Merci, ça fait plaisir. Yes, on est ensemble. Thanks. Avec le seul et unique Monsieur Fred. What's up, what's up? Tout droit de Montréal. Regardez où on se croise. Ici, à Babi. Je vais aller rejoindre mon bon ami Ketch. À chaque fois que je viens ici à Abidjan, je n'ai pas le choix de venir le rencontrer, de passer un moment avec lui. Chaque mon gars Ketch, le seul et unique. Non, ça c'est l'incontournable Maxime Victor, depuis HEC Montréal. Depuis HEC Montréal. C'est toujours un plaisir de le voir, yes. Hein, Max. Yes, yes, et à chaque yes. fois qu'on se voit, il rajeunit. Faut me donner des secrets. Vous voyez comment il est, hein? J'espère que ce voyage t'a autant inspiré que moi. Et ce n'est que le début. La prochaine destination, la Guinée, ça va être chaud. D'ailleurs, en parlant de destination,
Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai parlé de la méga conférence sur l'entrepreneuriat que je compte organiser en 2025. Et je vous ai demandé dans quel pays pourrait être organisée cette première méga conférence. Plusieurs m'ont répondu. Merci pour vos réponses. Et les 3 pays qui ont reçu le plus de votes sont le Cameroun, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et le pays qui a reçu le plus de résultats et où sera organisée cette première méga conférence, roulement de tambour, c'est la Côte d'Ivoire. En effet, la Côte d'Ivoire sera notre pays hôte pour cette première édition et ensuite à toutes les années, on changera de lieu. Tu veux absolument être à cette conférence, non seulement pour rencontrer des entrepreneurs aussi motivés que toi et qui te permettra bien sûr de bâtir un réseau de contacts solide et surtout, tu veux être là pour recevoir des stratégies pratiques qui boosteront ton entreprise afin de générer plus de cash. Parce que c'est ça le but, on est en affaires pour faire de l'argent. Il y a un lien sous la vidéo, clique dessus, tu auras toutes les informations par rapport à cette méga conférence. Sinon, entre-temps, tu le sais, c'est bien d'écouter des vidéos, c'est bien d'écouter des audios, des podcasts, mais si tu veux des résultats, le tout se passe sur le terrain. Alors décroche ton écran et passe à l'action dès maintenant. C'était Maxime Victor pour t'inspirer et te motiver à te surpasser.